Bonjour à tous, vous êtes sur Public Sénat et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette émission spéciale. Je me trouve au Palais des Expositions de la Porte de Versailles. Comme chaque année, Public Sénat vous fait vivre en direct et en intégralité le Congrès des maires de France. Congrès un peu particulier, congrès très politique cette année, à moins de 5 mois maintenant du scrutin municipal. Dans cette émission, on parlera bien évidemment des élections, mais on parlera surtout des sujets qui vous concernent, qui vous intéressent directement, et notamment du sujet de la sécurité, première priorité des Français selon différents sondages. Avec moi pour en parler, pour en débattre sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Piolle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire écologiste de Grenoble. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Merci d'être là. Bonjour également Yannick Halimi. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique. Vous sortez le livre que j'ai dans les mains, L'argent et le pouvoir, Élysée-Bercy, les liens secrets. C'est à retrouver chez Plomb. Merci d'être avec nous. Voilà, on me demande de montrer votre livre. Je montre votre livre. Et puis sachez que dans quelques instants, Bruno Retailleau sera sur ce plateau pour répondre à toutes les questions, notamment en matière de sécurité. Mais pour poser le décor, je vais vous proposer ce sondage. Ce sondage IFOP sur l'état d'esprit des Français, précisément à l'approche des municipales de mois de mars. La sécurité qui est une préoccupation déterminante pour 76% des Français. C'est même la première préoccupation devant la gestion financière de la ville ou encore les problématiques de santé. Yannick, comment vous expliquez ce chiffre de la préoccupation des Français vis-à-vis de la sécurité? Ça dépasse absolument tout aujourd'hui. Oui, vous avez raison, ça dépasse tout. Alors, il y a la réalité et le ressenti. Les sondages, c'est plutôt le ressenti. Donc, je ne vais pas me lancer et tenter des explications chiffrées sur la hausse ou pas de la sécurité, des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes. En tout cas, il est vrai que le ressenti, et ce sondage parmi d'autres le montre, effectivement, est en hausse importante. Maintenant, il y a aussi des éléments extrêmement concrets que Monsieur le maire connaît mieux que moi. Il y a une insécurité qui imprègne de plus en plus les territoires hors des grandes villes où c'était quand même le lieu de prolifération, j'allais dire, traditionnelle des grandes villes et des villes moyennes. Maintenant, on le sait, l'insécurité avec des atteintes à la personne atteint, pardonnez-moi, les territoires, les toutes petites villes et même les territoires ruraux et les campagnes. Pourquoi? C'est essentiellement le narcotrafic qui explique cette percée insidieuse dans l'ensemble des territoires. On va largement parler effectivement de narcotrafic dans cette émission. Et deuxième, c'est une problématique nationale qui ruisselle donc sur le local. Il y a aussi, sans vouloir non plus me lancer dans des polémiques chiffrées, le fait que le chômage, qui était extrêmement prégnant il y a encore quelques années dans les préoccupations des Français, bon, avec des hauts et des bas en tendance quand même, baisse un petit peu, en tout cas dans les préoccupations des Français. Voilà, je donnerai au moins ces deux explications. Je terminerai quand même juste sur un fait, oui. C'est que pendant la présidentielle de 2001-2002, avec Jacques Chirac qui tentait de se représenter, la préoccupation de la sécurité était devenue aussi un élément majeur. Donc relativisons aussi ces sondages et ces comparaisons. Éric Piolle, on va bien sûr aborder toutes les problématiques de narcotrafic, mais peut-être plus généralement sur ces chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un maire en France qui se présente aux prochaines élections sans évoquer ces problématiques de sécurité, droite-gauche confondues? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des clivages sur ce point? Non, mais jamais. Enfin, il n'y en a jamais eu, parce que les maires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur politique, ils s'intéressent aux préoccupations quotidiennes de leurs concitoyens, de la communauté qu'ils pilotent. Et donc, évidemment que la sécurité fait partie de cela. Alors après, ça va, ça vient. En termes de sujets, nous avions en 2014 un vrai sujet avec les commerçants autour des vols dans les commerces, des cambriolages. On faisait chaque année une réunion avec le procureur, le directeur de la police, moi-même, le préfet, pour échanger avec les commerçants et la Chambre de commerce et de l'industrie. Bon, au fil des années, les choses ont progressé.
parce qu'il y a moins de cash, parce qu'il y a plus de dispositifs de sécurité dans les commerces. Et à la fin, on était plus d'organisateurs que de participants, alors qu'au début, on avait 300 commerçants devant nous. Donc les sujets bougent. Il y a un autre sujet qui monte très fort aussi, c'est évidemment la sécurité dans l'espace privé. Donc tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, les violences faites aux femmes et notamment les viols. Les violences sur les enfants, dont on ne parle pas assez, mais je pense qu'il est un vrai problème qui devrait émerger. Les questions liées à l'inceste, avec tout ce que cela génère comme trouble pour la société, les drames pour ces enfants, on l'a vu avec Betaram, mais également ce qui se répercute de génération en génération. Et puis évidemment le narcotrafic, qui est de plus en plus inquiétant parce qu'il se s'ultra-libéralise de plus en plus, avec des violences dans les premières lignes qui sont très fortes, une déconnexion sociale de plus en plus forte, des gens de plus en plus jeunes, l'exploitation de mineurs isolés, donc d'exilés, des migrants isolés, et tout ça génère un changement. Là aussi, c'est que quand j'ai été élu en 2014, bon, les règlements de compte existaient déjà, ils existaient bien avant que je sois maire aussi, mais c'était encore le soir, dans des endroits sombres. Vous dites que la violence est en train de changer de nature. On assiste, alors le Premier ministre parlait de bascule, notamment en termes de narcotrafic. Vous constatez ça, vous aussi, à Grenoble? Nous le disons, nous les maires, depuis déjà quelques années. Il y a évidemment ce que disait Madame Halimi, c'est que ça se propage dans les villes moyennes. Il y a eu à Saint-Raphaël, le mois dernier, en septembre, là, un mort par balle. C'est une ville de 40 000 habitants. Bon, mais il y en a aussi au Havre, à Toulouse, à Nice, le mois dernier. Donc il y en a un petit peu partout. Mais maintenant, c'est en journée. Et dans des endroits qui parfois sont fréquentés par tout le monde. Et donc ça, évidemment, on a tous peur, nous maires en premier, mais les gens qui sont là, on a tous peur de la balle perdue et on est tous témoins de cette incapacité de la société et en premier lieu des ministres de l'Intérieur successifs à trouver une solution adaptée. Vous renvoyez tout de suite la balle du côté de l'exécutif. Il n'y a pas de responsabilité des maires, peut-être rappeler effectivement les pouvoirs des maires. On peut dire, évidemment, nous avons une responsabilité, nous faisons partie du continuum de sécurité. Donc nous travaillons en coopération avec la justice, avec la police, et nous le faisons tous. Et on essaie de faire au mieux avec les moyens qui sont donnés. Mais la casse de la police qui avait été opérée par Nicolas Sarkozy, personne ne l'a jamais récupérée. Et on peut pas dire que c'est la responsabilité des maires. Mais bon, voilà, ça peut être rigolo quand c'est pointé. Avant, c'était des maires de gauche, maintenant, c'est des maires écolos. Mais quand c'était Gaudin à Marseille, on ne dit pas tiens, c'est la faute du maire. Quand c'est Estrosi à Nice, on ne dit pas tiens, c'est la faute d'Estrosi s'il y a 2 morts le mois dernier dans sa ville. Vous dites que la gauche est visée particulièrement. Après, ça c'est l'aspect médiatique, mais c'est pas très important. L'important c'est le fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Comment on sort de cette puissance du narcotrafic, avec aussi tout ce que cela dit derrière. C'est-à-dire que c'est ce que disait Dampoli, l'Italien qui a travaillé sur les questions de mafia, mais aussi les questions maintenant de pénétration de la corruption, potentiellement dans la police, dans la justice. C'est lui qui ciblait cela, mais un système qui se gangrène, il faut mesurer aussi la profondeur de cette gangrène et ne pas se voiler la face. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. On va continuer le débat ensuite, bien évidemment. Bonjour Bruno Retailleau, je vous ai connu sénateur, puis ministre de l'Intérieur, puis un nouveau sénateur, c'est ça, depuis la semaine dernière. On va revenir sur les problématiques locales dans un instant, mais avant ça, quelques mots peut-être de ce qui intéresse le Sénat, qui se saisit aujourd'hui des questions budgétaires. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que l'objectif, vous dites clairement, aujourd'hui, il faut faire tomber le budget Le Cornu? C'est pas une affaire de budget Le Cornu. L'idée, c'est de faire le meilleur budget pour les Françaises et les Français et pour que la France puisse se redresser. On le voit bien depuis une quarantaine d'années. Qu'est-ce qui nous a amené là? Qu'est-ce qui a amené l'appauvrissement des Français? Il y a quelques jours, on apprenait par exemple que le niveau de vie des Italiens était en train de dépasser le niveau de vie des Français. C'est qu'on a toujours voulu moins de travail. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut, puisqu'il nous manque dans une année, 3 années de travail. Et là, on veut suspendre la réforme des retraites. Alors allons-y, la réforme des retraites. Fiscale. Oui. On est un des pays d'Europe et de l'OCDE. Il y a là encore un classement qui est sorti sur la compétitivité fiscale. On est les derniers. Et il en faut encore plus, toujours plus d'impôts. Ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné hier et ça ne fonctionnera pas non plus demain. Objectif 0 augmentation d'impôts dans les débats budgétaires, dans les budgets qui sont actuellement examinés au Parlement. L'objectif, on a un problème de dépenses publiques. Si la dépense publique, comme on nous l'a dit, crée la croissance et finalement était la garante de la qualité des services publics, mais on serait à l'avant-garde du bonheur universel puisqu'on a la dépense publique, là encore vis-à-vis des partenaires européens, la plus importante. On va parler effectivement des dépenses, donc sur les recettes. Faire des économies. On va faire des économies, c'est ce que demande le Sénat. Personne ne parle des dépenses, pardon.
Parce qu'on examinait la volée recette, Bruno Retailleau. Oui, bien sûr, mais la solution, c'est pas l'impôt. C'est le problème, l'impôt. Donc vous dites zéro augmentation d'impôts, sinon qu'est-ce qui se passe? Sinon, on ne votera pas. Mais comme au Sénat, on a le moyen, justement, puisque nous sommes majoritaires avec le centre, nous pourrons, justement, supprimer des impôts, nous pourrons baisser d'autres impôts et nous pourrons nous attaquer vraiment à la dépense publique. Il faut que l'État puisse se serrer la ceinture avant même de faire la poche des Français et des entrepreneurs. Parce qu'il y a quelque chose de malsain à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas de lever non plus l'impôt pour boucher des trous. Il s'agissait aussi d'organiser une chasse à ceux qui réussissent. Et ça, c'est pas sain. On a besoin d'entrepreneurs pour créer de l'emploi. On a besoin, justement, d'une société où certains investissent, prennent des risques pour employer et, encore une fois, créer de la richesse. Vous dites mieux vaut pas de budget qu'un mauvais budget. Je pense... Alors, au Sénat, on a les moyens, justement, de voter un bon budget. Voilà, pour arrêter notamment les folies fiscales et pour s'attaquer vraiment à la question notamment des économies et de la dépense publique. 13 milliards d'euros, c'est les objectifs fixés par le Sénat de réduction de dépenses. Vous les trouvez où, ces 13 milliards? On les trouve vous voulez dire dans le PLFSS ou dans le PLF? C'est-à-dire sur la sécurité sociale ou dans le budget? On les trouve, par exemple, on les trouve dans la sécurité sociale. Il faut généraliser le dossier médical partagé. Vous avez en France, tous les ans, de l'imagerie médicale qui coûte très cher. Vous avez plus d'1 milliard, vous vous rendez compte, de dépenses, parce que comme il n'y a pas d'informations partagées, eh bien, à plusieurs stades, dans le parcours d'un malade, on va lui faire un scanner, vous allez lui faire deux scanners, 2 IRM, etc. On va aussi responsabiliser les gens. Je pense que cette idée de l'année blanche, sauf pour les petites retraites, on va l'appliquer. Sur le PLF, on a par exemple les agences, les opérateurs. Ils se sont multipliés à tel point que ça coûte à la nation 80 milliards. Vous n'allez pas me faire croire que sur ces 80 milliards, on ne peut pas trouver quelques milliards. Donc vous trouvez 13 milliards d'euros sur ce budget de la Sécu. Sébastien Lecornu vous tend la main et propose une allocation sociale unique. Un projet de loi devrait être déposé, je crois, au mois de décembre. Est-ce que c'est une bonne méthode, c'est une bonne solution? Est-ce que vous saluez ce geste de Sébastien Lecornu en votre direction? C'est le meilleur ou le pire? Et je vais m'expliquer. Puisque nous l'avions proposé aux côtés de François Fillon en 2017. L'allocation sociale unique, c'est une mauvaise chose si, comme le voudrait la gauche, ça se transforme en revenu universel unique. Si l'allocation sociale unique conduit à avoir plus de dépenses, pourquoi? Parce qu'il y aura plus de recours aux aides sociales. Il y aura une forme d'automaticité et ceux qui n'ont pas d'aide sociale pourront les demander plus facilement. Du coup, on a une augmentation de la dépense publique. En revanche, c'est le meilleur si on a l'ensemble des allocations nationales, légales et extra-légales, et aussi les allocations qui sont données par les collectivités, et on les capte à 70% du SMIC. Ce que nous voulons justement, c'est le plafonnement. C'est-à-dire que on ne puisse pas avoir des revenus de la solidarité supérieurs aux revenus du travail. C'est une question d'incitation et de justice, notamment pour les petits salaires. Vous me confirmez qu'en l'état, les LR ne votent ni le budget de la Sécu? Non mais au Sénat, on va voter le budget. Je parle des LR de manière générale. Alors, le patron du parti. Il n'est pas votable. À l'heure actuelle, il n'est pas votable. Et là encore, la suspension de la réforme des retraites, c'est terrible. C'est terrible pour le déficit, mais c'est terrible pour les jeunes générations. Balzac avait dit un jour cette très belle phrase: aucune génération n'a le droit d'en amoindrir une autre. C'est ce que l'on fait. Le gouvernement le fait. Il a fait un deal avec la gauche uniquement pour durer quelques semaines. Donc pas de négociation possible sur cette suspension de la réforme des retraites pour la droite. On a bien compris. Vous me confirmez? Si on veut donner aux retraités de bonnes pensions, si on veut mettre plus de travail, vous vous rendez compte qu'il nous manque 3 ans dans le cours d'une vie. Ces 3 ans que nous n'avons pas, que nous ne travaillons pas, c'est autant de richesses de moins qui va pour financer l'hôpital, qui n'est pas là, qui va aussi pour augmenter le niveau de vie des Françaises et des Français. On va parler, Bruno Retailleau, de ce sondage, sondage inquiétant réalisé par l'IFLOP sur l'islamisme concernant la pratique de l'islam. On apprend que chez les plus jeunes, le degré de religiosité progresse, mais surtout que 42% des jeunes musulmans éprouvent de la sympathie pour l'islamisme. 52% des 15-24 ans interrogés pensent que les lois de la République passent après les règles de l'islam. Est-ce que vous êtes surpris, vous, par ces chiffres? C'est terrible parce qu'on n'a pas une sécularisation chez les jeunes, vous l'avez dit, les moins de 24 ans de l'islam, on a une radicalisation. Et ça, c'est très préoccupant.
qu'il y ait une pratique religieuse plus importante chez les jeunes, pourquoi pas? Je veux dire que ça c'est vous une dérange question. pas. Ça, ne viole pas la laïcité. C'est une question de spiritualité. La laïcité, ça n'est pas l'interdiction de la spiritualité, de la pratique religieuse. La laïcité, au contraire, c'est la liberté de conscience, notamment la liberté de culte. Mais là, ce qui est très troublant, c'est la victoire pour moi du frérisme, des frères musulmans. Est-ce que c'est pas votre échec un peu aussi, Bruno Retailleau? Vous étiez 1 an au ministère de l'Intérieur et on voit qu'il n'y a pas eu de recul de cette mouvance, selon le sondage encore fait par l'IFOP. S'il suffisait d'avoir un ministre de l'Intérieur pendant quelques mois pour qu'on claque des doigts et que ces tendances-là, et là encore vous ne le citez pas, mais qui sont préoccupantes, puisqu'on voit qu'il y a une accélération après 2016, c'est-à-dire juste après les attentats de 2015. C'est ça qui est préoccupant. Simplement, ce que je veux vous dire, j'ai fait en sorte qu'on puisse publier un rapport très important sur les frères musulmans. Ce rapport-là a eu un écho non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis? Eh bien voilà, moi j'avais des mesures législatives, je vais vous en citer 2. Première mesure législative, aujourd'hui vous ne pouvez dissoudre, et j'en ai dissous, une organisation qu'à la condition que cette organisation, vous puissiez la prendre la main dans le sac, notamment en termes de violence, recours à la violence, propos ou de discrimination vis-à-vis des juifs, vis-à-vis des homosexuels, etc. Les femmes qui sont les inférieures des hommes. Moi, je propose qu'on puisse dissoudre aussi lorsqu'il y a une atteinte à la forme démocratique et républicaine de notre République, de notre organisation institutionnelle. Deuxième élément, pour contrer l'entrisme municipal, je pense que celles et ceux qui pourraient être convaincus, évidemment par une décision de justice, d'avoir soutenu ce type d'organisation, deviendraient, par la justice, pas par le préfet, deviendraient inéligibles. Vous allez déposer des propositions de loi bien sur sûr, la question? Bien sûr, bien sûr. Vous ne savez pas quand, vous n'avez pas de visibilité à nous donner aujourd'hui? J'arrive au Sénat tout juste, laissez-moi le temps d'écrire. Vous êtes dans quel état d'esprit précisément? C'est votre retour au Sénat, vous êtes revanchard, vous êtes amer, excité par cette idée de reprendre les débats budgétaires? Écoutez, on est au Congrès des maires. Moi, je ne suis pas une soucoupe volante. J'ai été président d'une intercommunalité, j'ai été président d'un département, j'ai été président d'une région. J'ai eu un long parcours local. Et d'ailleurs, comme ministre de l'Intérieur, on dit que c'est un ministère exigeant. Ce parcours local m'avait formidablement bien préparé. Donc c'est aussi une ode aux élus locaux. Et me retrouver au Sénat, qui est la chambre des territoires, pour moi, c'est un bonheur et je vais travailler pour mon pays que j'aime, pour les Françaises et les Français, là où je serai. Je serai législateur, mais j'utiliserai précisément l'expérience que j'ai acquise comme ministre de l'Intérieur de façon différente. Alors, il nous faut parler effectivement de la sécurité et des problématiques notamment de narcotrafic avec ces 2 drames successifs. Ces derniers jours, l'assassinat de Méni Kessassi, le frère d'un militant écologiste à Marseille, c'était la semaine dernière. Et puis à Grenoble, le week-end dernier, cet adolescent de 14 ans qui a été grièvement blessé sur un point de deal en matière de narcotrafic. Sébastien Lecornu dit qu'il faut s'inspirer des méthodes de l'antiterrorisme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je souris, je souris. Pourquoi? Vous êtes journaliste à Public Sénat, donc vous ne pouvez pas ignorer l'histoire du texte qui a été voté contre le narcotrafic en juin. Puisque c'est moi, Bruno Retailleau, qui était président des Républicains et qui avait initié la commission d'enquête contre le narcotrafic. Ensuite, avec les conclusions de cette commission d'enquête, nous avons fait cette loi. Et j'ai eu le bonheur, d'ailleurs, de la porter et de la faire voter au Parlement quand j'étais ministre de l'Intérieur. Et à l'époque, j'avais voulu en faire une cause nationale. On me riait au nez. Et à l'époque, j'avais dit, inspirons-nous, il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, inspirons-nous de ce qui a fonctionné avec la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire, 1, faisons un parquet national, comme on a le PNAT, en matière terroriste. Il est lancé au mois de janvier. Il sera lancé le 5 janvier. Mais vous n'imaginez pas les problèmes que j'ai eus pour imposer cette idée. Vous n'imaginez pas. Mais vous dites que c'est suffisant aujourd'hui. Cette loi est suffisante pour lutter contre le narcotrafic. Sébastien Lecornu parle de point de bascule. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quoi on bascule exactement? On bascule le risque sur le narcotrafic. J'avais parlé de mexicanisation à l'époque. Là encore, j'avais suscité une polémique. La mexicanisation, le mot n'est pas de moi en fait. Je l'avais repris. Il est de Nicolas Besson, le procureur de Marseille. Très valeureux. Eh bien, cette loi, elle va déployer ses effets. Simplement, moi, je regrette que le Rassemblement national, la gauche, n'ait pas voulu voter une disposition qui nous permet, en matière de renseignement, d'intercepter des messages de ces grandes organisations criminelles qui utilisent les messageries cryptées.
Parce qu'aujourd'hui, les interceptions téléphoniques à la grand-papa, vous avez un téléphone, vous téléphonez, on se branche. Ça, c'est fini. Et voilà, ça c'est terminé. Ils ont tous basculé sur les messageries cryptées et on a les moyens technologiques, sans créer de portes dérobées. Là encore, en faisant en sorte que le secret des communications, pour le grand public, il n'y ait pas d'atteinte du tout. Eh bien malheureusement, il nous manque encore cette arme-là. Il nous reste très peu de temps, mais Éric Piolle est face à vous. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Est-ce qu'on est en présence de deux conceptions différentes de la lutte contre le narcotrafic? Bruno Retailleau, et puis je vous laisserai répondre ensuite Éric Piolle. Oui, on est radicalement différents. Il est à gauche. Moi, j'ai mes convictions. Je les ai jamais cachées. J'aime les gens qui ont des convictions, du reste. Mais Éric Piolle avait dit un jour qu'il fallait trouver un modus vivendi avec les délinquants. Moi, je ne pense pas. Sa police municipale n'est pas armée. Je pense qu'il faut que les polices municipales soient armées. Il y a un texte que j'espère qu'il sera déposé, que moi j'avais préparé, pour donner plus de prérogatives aux policiers municipaux. Il n'y a pas suffisamment à Grenoble, par exemple. Le réseau de caméras de surveillance n'est pas suffisant. Donc oui, il y a deux conceptions. Une conception plutôt de droite, attachée à l'autorité, la fermeté, à la sécurité, et une conception qui est plutôt de gauche. On peut faire valoir des arguments, j'imagine, mais c'est d'ailleurs la démocratie. Mais on n'a pas du tout la même conception de la sécurité. Ce que je veux simplement dire, c'est que j'observe en France qu'on a des résultats quand on a un continuum de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a des mairies, des maires, des policiers municipaux qui agissent au quotidien, au coude à coude, avec la gendarmerie nationale, avec la police nationale. Je vous laisse répondre, Éric Piolle, et puis ensuite je vous laisserai partir parce que je crois que vous avez des choses à faire, Bruno Retailleau. Allez-y. Effectivement, il y a deux conceptions. Quand M. Retailleau est venu, il était ministre. Voilà, il est passé 1 an ministre de l'Intérieur. Il s'est servi de ce ministère, comme ses prédécesseurs, Sarkozy, Valls, pour s'acheter un nom. Il est devenu présidentiable à l'espace de quelques mois, avec le même discours que les précédents. La fermeté, c'est pas une histoire de gauche et de droite. Valls tenait le même discours que vous. C'était fermeté, tolérance zéro. Mais vous pouvez défiler autant que vous voulez à Marseille. Ça va se repasser ce mois-ci en disant maintenant avec moi, avec mes petits bras, ça sera tolérance zéro. Vous allez voir ce que vous allez voir. En fait, ça marche pas. Le truc, c'est que non, mais vous avez parlé longtemps. Je vais parler maintenant. Pendant 25 ans, ça fait 25 ans maintenant qu'il y a une même politique. Elle est en échec. Elle est en échec à Grenoble. Elle est en échec à Nice. Elle est en échec partout. Dans les petites communes maintenant, elle est en échec partout. Il n'y a pas un moment où on se dit tiens, il faut changer. Quand on s'est vu, vous m'avez dit, je vous ai dit, peut-être qu'on pourrait s'appuyer là aussi sur les questions de sécurité, sur la science, sur les études. Vous m'avez dit, oh la science. Effectivement, on n'a pas la réponse de Bruno Retailleau. Et excusez-moi, mais oui. je donnerai juste un exemple. En Islande, ils avaient un problème majeur d'alcoolisme et de drogue avec les jeunes dans les années 90. Ils ont fait quoi? Ils se sont dit, ok, on a un problème, nous allons traiter ce problème. Ils ont développé des programmes d'éducation populaire autour du sport et de la culture. Ça ne veut pas dire d'arrêter la répression. Nous sommes tous pour la répression. On l'a compris, Éric Piolle. J'aimerais qu'on entende. Ils ont éradiqué le problème. Il n'y a plus d'alcoolisme chez les jeunes et ils ont divisé par 10 la consommation de drogue. Peut-être qu'on pourrait faire autre chose qu'espérer, répéter toujours la même chose en espérant que les résultats soient différents. Je suis contre la légalisation du cannabis et les expériences menées. Les expériences aux Pays-Bas, au Canada montrent que c'est catastrophique. Deuxième chose, pas vrai, pas Canada. Les homicides à Marseille, les chiffres que j'ai jusqu'à présent montreront en fin d'année qu'entre 2023 et 2025, on aura divisé par 2, vous m'entendez Éric Piolle, par 2 les homicides à Marseille. Parce que vous qui contrôlez ça. Je voulais pas que ce soit un débat, je voulais un échange sur les deux conceptions différentes de la sécurité. Il y a eu 50 morts en 2023, il y en a moins cette année, il y en aura peut-être plus. Il n'y a pas eu de mort à Grenoble cette année, il n'y en a pas eu. Est-ce que c'est lié à la réussite de nos actions? Non. C'est certainement pas lié à Bruno Retailleau là-dessus. Et ensuite, je vous redonne la parole. Allez-y, Bruno Retailleau aussi. Le mot de la fin sur cette séquence, sur ce débat. Je pense qu'il faut une fermeté. Je pense que les narcotrafiquants nous livrent une guerre et que c'est trop naïf. Il faut désormais qu'on combatte avec des armes qui soient à peu près avec des armes égales. Je veux rendre un hommage aux policiers, aux gendarmes qui font un travail extraordinaire, y compris au personnel pénitentiaire. On le voit bien parfois au risque de leur propre vie. Et donc il faut les armer. Il faut, vous voyez, je pense qu'ils ne veulent pas moins de fermeté, ils en veulent plus. Et il ne faut pas tomber dans la naïveté. Et moi, ce que je veux dire sur la consommation de joints ou un rack de côte, c'est qu'une consommation de joints, le rail de côte, au bout du bout, on participe à l'économie du sang.
on participe à une économie qui est une économie de la délinquance, avec de la corruption, et c'est devenu une menace désormais existentielle pour notre pays. On a bien compris que vous ne partagiez pas la même d'accord sur le diagnostic, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, on avance. On avance. Il y aura peut-être une unité nationale sur le narcotrafic, comme le demande Sébastien Lecornu. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. Je crois que vous devez repartir. Peut-être qu'on se verra un peu plus tard au Sénat, où effectivement les débats budgétaires débutent aujourd'hui. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. Vous restez avec nous. On va continuer ce débat, cette discussion autour du thème de la sécurité, qui est donc un des grands thèmes de ce congrès des maires de France, a fortiori après les événements de Marseille, la lutte contre le narcotrafic, qui s'est aussi invité à l'Assemblée nationale hier. Écoutez Sébastien Lecornu. L'adversaire est en train d'évoluer. Il est plus nombreux qu'avant. Il y a 15 ou 20 ans, au fond, il existait quelques grands réseaux sur lesquels les enquêteurs pouvaient travailler. Aujourd'hui, on le sait très bien que ces réseaux sont beaucoup plus diffus, beaucoup plus nombreux, avec aussi, malheureusement, des acteurs de plus en plus jeunes, y compris des assassins qui peuvent avoir 14, 15 ou 16 ans. Et que face à cette mutation de l'adversaire, on doit évidemment à notre tour s'adapter. Ce qui a été fait avec succès dans le passé, y compris en matière d'organisation, ça avait été d'ailleurs initié par le président Hollande sur la lutte contre le terrorisme, doit aussi nous inspirer dans la lutte contre le narcotrafic. Et pour continuer ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir Boris Ravignon. Bonjour, vous êtes maire de Charleville-Mézières, et Frédéric Masquelier, bonjour. Vous êtes maire de Saint-Raphaël et co-président de la commission sécurité et prévention de la délinquance au sein de l'AMF. J'aimerais vous faire réagir à l'échange qu'on vient d'avoir entre Bruno Retailleau et Éric Piolle. Visiblement, sur cette question de la sécurité, notamment du narcotrafic, le consensus est difficilement, c'est un euphémisme, atteignable. Ce qui est intéressant, c'est aussi de s'appuyer sur les réalités. On ne va pas jeter le nombre de morts. Je pense que ce type de comparaison est absolument ridicule. Ça peut arriver dans toutes les villes. Ce qu'il faut retenir, c'est également la corrélation entre les moyens et les résultats qui sont obtenus. Et nous avons deux villes aussi qui sont radicalement différentes entre Grenoble et Saint-Raphaël, puisque vous avez cité l'exemple, donc je me permets d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Vous avez à peu près le même nombre de policiers municipaux entre Saint-Raphaël et Grenoble, alors que vous avez 5 fois plus d'habitants. Nous avons un réseau de caméras de vidéoprotection qui est, je crois, 3 fois plus important que celui que vous pouvez avoir sur Grenoble, avec également toujours 5 fois plus d'habitants. Et votre ville est classée comme une ville dangereuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études, puisqu'on vous compare à Naples. On n'a jamais eu ce type de comparaison pour Saint-Raphaël. Et j'ai regardé en tendance ce qu'il y avait en termes de crimes et délits rapportés pour 1000 habitants. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très objectif. Et ça permet justement de discuter du lien que vous avez entre les moyens et puis la délinquance. Vous prenez sur 1000 habitants, à Grenoble, on est à 119,25. Saint-Raphaël, vous êtes à 58. Donc vous avez une différence qui est quand même marquée. Vous prenez le nombre de cambriolages également et de vols pour 1000 habitants, ce qui est quand même le premier droit de nos concitoyens, c'est-à-dire de ne pas se faire voler ou de ne pas se faire agresser. Vous avez un rapport 70-26 entre Grenoble et Saint-Raphaël. C'est rapporté par rapport à 1000 habitants, donc la comparaison est tout à fait justifiée. Enfin, je voulais qu'on se concentre quand même sur le narcotrafic. Oui, mais le nombre de violences, parce que plus tard. Lorsque vous créez un environnement favorable, favorable au trafic, favorable aux violences, vous pouvez constater qu'entre les villes, si vous prenez d'ailleurs la drogue et les stupéfiants entre nos deux villes, puisque M. Piolle a voulu comparer les deux, on a un rapport de 1 à 3. La réponse de M. Piolle, et puis je vous laisserai réagir ensuite, M. Il n'y a pas de réponse. Je dis juste, un environnement favorable. Il dit qu'il y a un environnement favorable à Grenoble. Ça ne change rien. C'est-à-dire que sur la délinquance du quotidien, nous ne sommes pas éloignés des villes de nos strates. Évidemment, on ne peut pas comparer une ville de petite taille. Non, moi j'ai juste pointé qu'il y avait un mort chez vous pour dire en fait ça arrive partout. Et malgré vos efforts, à Nice, Estrosi qui a couvert sa ville de caméras, il y a eu 2 morts et des 5 blessés le mois dernier. Voilà. Donc en fait, on est impuissant. L'État est impuissant. Je pointe juste le fait que quand c'est l'État qui est en charge de la lutte contre le narcotrafic, d'accord, c'est pas les maires. Donc vous pouvez pas accuser Monsieur le maire du fait qu'il y a eu un mort chez lui. Vous pouvez pas accuser Monsieur Estrosi du fait qu'il y a eu un attentat en 2016 chez lui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc là, nous partageons le diagnostic avec Monsieur Retailleau, c'est de dire le narcotrafic progresse et gangrène la société française. Après, nous avons une divergence
nuance sur la stratégie de réponse. Lui, il veut faire toujours plus de ce qui n'a pas marché. Moi, je dis, faisons un pas de côté. Ça n'empêche pas, évidemment, de continuer la répression, mais faisons un pas de côté en élargissant le regard. Boris Ravignon, sur le diagnostic et sur la méthode, sur la réponse à cette progression du narcotrafic en France. Alors, sur le diagnostic, d'abord, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 de nos concitoyens. Et c'est pas... je crois qu'il faut arrêter de jouer avec le sentiment d'insécurité et la sécurité. Ils le ressentent, ils se sentent en insécurité. Et ça, c'est le résultat de beaucoup de choses, à la fois effectivement les petits problèmes de voisinage qu'ils peuvent avoir, des phénomènes de débordement liés au narcotrafic, et puis effectivement la grande délinquance, parce qu'il y a aussi des atteintes aux biens et aux personnes qui touchent certains de nos concitoyens. Donc on a une situation de départ qui est l'insatisfaction de nos concitoyens à l'égard de la réponse collective, publique en matière de sécurité. Et chez vous, comment ça se passe dans votre commune? Pourquoi on s'intéresse? Eh bien, justement, je crois que le vrai sujet, c'est comment on remobilise l'ensemble des maillons. On a aujourd'hui un échelon municipal, je constate dans un certain nombre de villes, à Saint-Raphaël, certainement à Charleville-Mézières et dans d'autres villes de France, j'imagine, des élus ont envie d'agir sur ce sujet et ont aujourd'hui une police municipale qui intervient avec des pouvoirs qui sont inférieurs à ceux d'un garde champêtre. Quand on assiste à une transaction, quand on interpelle effectivement un vendeur de drogue en train de faire une transaction avec un acheteur, eh bien, il faut que le policier municipal tienne le vendeur, le dealer par la main, et puis qu'il appelle de l'autre main le commissariat pour qu'on puisse ensuite le mettre à disposition. C'est la situation dans laquelle on est. Et donc, je crois qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui si on veut agir, et c'est un enjeu démocratique, parce que 70% des gens qui sont insatisfaits en matière de sécurité... 76%. 76%, c'est une préoccupation majeure et qui remet en cause beaucoup de choses. Oui. Et donc, notamment, la polarisation et la tension qu'il porte au discours extrémiste. Yannick, un petit éclairage pour les téléspectateurs. Déjà, qu'est-ce qui est possible et pas possible pour un maire de faire, et pourquoi, effectivement, c'est à l'État de prendre en charge cette sécurité, cette lutte contre le narcotrafic? Alors, c'était un peu le cas jusqu'à présent. Il y a quand même, vous ne devez pas l'ignorer, Monsieur Ravignon, un Beauvau de la sécurité qui s'est tenu et de la sécurité de proximité. Il devait avoir un projet de loi présenté en Conseil des ministres. On y est presque. Enfin, je ne sais pas. On n'a pas la date, je crois. Voilà, pas encore. Ça devait être cette semaine, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais à culpa. En tout cas, juste pour sur quel point je veux m'exprimer, c'est justement sur les pouvoirs de police des polices municipales qui répondent à ce que vous dites, effectivement, où vous aviez raison. En tout cas, vous avez raison encore aujourd'hui, où la police municipale doit assurer la tranquillité publique et non pas la sécurité. Mais justement, ce projet de loi, je préfère lire parce que c'est un peu technique, donnerait à la police municipale des possibilités de verbaliser pour 13 délits forfaitaires, dont la consommation de drogue, etc. Donc, je veux dire par là que à tous les niveaux, de la République, j'allais dire, de l'organisation de la République, il y a une prise de conscience de la sécurité comme problème. Il y a une prise de conscience. Il faut qu'on passe à l'action, là, maintenant, parce que il y a une prise de conscience. Après, il faut voir les résultats, la mise en œuvre et les moyens au-delà des textes. Il y a une prise de conscience, monsieur Piolle, je vous regarde, il y a une prise de conscience nette aussi au sein de la gauche. C'est vrai que jusqu'à présent, la gauche, pour faire vite, y compris le Parti socialiste ces dernières années, était plutôt du côté de la prévention plus que de la coercition, alors que la droite était plus côté coercition que prévention, juste pour caricaturer un petit peu. Non, mais ça caricature beaucoup quand même. Alors, Monsieur Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, il a eu la même politique que Monsieur Darmanin ou Monsieur Retailleau, la même. Tout à fait. Moi, je fais aussi de la prévention. Hein. Les maires de droite font aussi de la prévention, les maires de gauche font aussi de la répression, tous. Au niveau théorique, et vous avez raison. Au niveau théorique, je suis d'accord. Voilà, au niveau théorique, et sous réserve effectivement, de Gaston Defferre, de Pierre Jobs, de mais il y a quand même des divergences, c'est-à-dire en termes de police municipale, est-ce que ces polices doivent être armées ou non? Boris Ravignon là-dessus, et puis je vous laisse réagir. Moi, la police municipale chez nous est armée, c'est un choix qu'on a fait. Il faut comprendre que l'armement, c'est pas une manière pour la police municipale d'être plus efficace. C'est une manière de protéger les policiers quand ils interviennent à des moments où leur vie peut être mise en danger. Et quand on leur demande des missions, par exemple, d'aller au contact des narcotrafiquants,
surveiller les points de deal, ils prennent des risques et donc on les arme pour qu'ils puissent assurer leur sécurité. Moi je crois qu'il faut, ça c'est un élément important. Après les moyens d'action, je l'évoquais tout à l'heure, j'entends qu'un Beauvau des polices municipales s'est tenu pendant nombreuses années, nombreux semestres. Il faut maintenant que ça débouche. On a vraiment besoin que les polices municipales soient renforcées. Vous le disiez, on ne peut pas dresser d'amende forfaitaire délictuelle pour consommation de drogue. C'est quand même aberrant. Si vous voulez peser sur un point de deal et insécuriser les dealers, c'est quand même pas mal de pouvoir verbaliser. Ça veut dire qu'en fait, un policier qui arrête quelqu'un, il ne peut pas verbaliser. Tous les consommateurs, exactement. Et on peut pas non plus, nos policiers municipaux ne peuvent pas non plus patrouiller en civil. Vous imaginez que chaque fois qu'ils se présentent en tenue dans un endroit où il y a un point de deal présumé, ils sont assez faciles à repérer. Donc tout cela, ça grève notre efficacité aujourd'hui. Et je dis qu'on a des maires, et le thème de ce congrès, c'est celui de la liberté. Oui. Il y a des maires qui sont pour les volontaires, qui ont envie d'agir sur la sécurité aux côtés de l'État, aux côtés des forces de police nationales. Aux côtés ou à la place de l'État? Parce que c'est aussi ça la question. Aux côtés, bien sûr. Et avec la nécessité d'avoir un dialogue. On l'a, nous, ici à Charleville-Mézières, avec notre préfet, très régulièrement. On a besoin de se coordonner. Il y a 40 policiers municipaux à la ville. Il y en a 160 au commissariat de Charleville-Mézières. Si on ne travaille pas ensemble, vous voyez bien qu'on fait un cadeau gigantesque à tous les délinquants de la ville. Ouais, Frédéric Masquelier, et ensuite on va écouter Laurent Nunez. Oui, aucun maire vous dira qu'il réglera à lui seul le problème des narcotrafiquants. Ça, je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Donc la première chose, comme vous l'avez évoqué, c'est coopérer. C'est travailler avec, d'une part, la justice. Hier, j'avais eu l'occasion d'échanger avec le procureur de Marseille. Et le procureur de Marseille a besoin aussi que les villes investissent dans le domaine de la sécurité. On ne peut pas avoir comme simple discours de dire ben, ça relève du régalien, ça relève de l'État, il faut plus de policiers nationaux, donc ça ne relève pas de ma compétence. Donc ça relève aussi de notre responsabilité, c'est un devoir qu'on a à l'égard de nos concitoyens. Donc c'est pour ça qu'il faut des effectifs qui soient importants et c'est également pour ça qu'il faut de la vidéoprotection. Parce qu'il faut mieux contrôler l'espace public dans lequel vous avez des deals, et dans le cadre de la coopération qu'on a avec l'État, on apporte plus d'efficacité. Et dans le cadre du Beauvau de la police municipale, où on a travaillé avec David Lisnard pendant plusieurs années, il s'agit de quoi? Il s'agit de rendre plus efficace l'action des polices municipales, qui était impuissante, comme vous l'avez évoqué dans de très nombreuses situations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier une identité, on ne peut pas la contrôler, on n'a pas accès aux fichiers, on ne peut pas ouvrir un coffre de voiture. Et lorsqu'on constate une infraction, des jeunes qui vont fumer des joints, ce qui est un délit, je tiens à le rappeler, eh bien, on doit se contenter de constater pour ensuite transmettre à un officier de police judiciaire. Et donc, on se retrouve avec des procédures bureaucratiques également qui ne permettent pas d'être efficaces. Donc, ce Beauvau de la police municipale, ce sera au choix des maires aussi, puisque chaque maire aura la possibilité ou non de recourir à ce dispositif d'efficacité, mais ça permettra d'avoir une police de terrain pour mieux protéger l'espace public. Ouais, le temps file, hein, j'aimerais qu'on écoute Laurent Nunez, puisqu'Emmanuel Macron a convoqué hier une réunion au sommet à l'Elysée pour faire le point sur le narcotrafic. On va écouter les pistes préconisées par le ministre de l'Intérieur pour lutter contre les narcotrafiquants. Écoutez-le. Ce qu'il faut qu'on arrive à mieux réguler, évidemment, c'est deux choses. Et le président de la République, évidemment, a demandé aussi qu'on travaille là-dessus. C'est les flux d'entrée. Et le président nous a demandé d'accélérer les dispositifs, la mise en place, des dispositifs de détection des flux aux ports et aux aéroports. Donc ça, c'est une demande forte du président. Il y a déjà un certain nombre de matériels qui existent. Je pense à des scanners, appareils de détection, mais on va les multiplier. Ça, les flux, évidemment, c'est extrêmement important en termes de lutte contre le trafic de stupes. Et puis, il y a aussi la question des coopérations avec d'autres États, notamment des coopérations judiciaires sur lesquelles nous allons évidemment poursuivre les travaux qui sont engagés. Le président nous a aussi demandé d'accélérer sur ces sujets. J'ai le plaisir d'accueillir Muriel Fabre en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'AMF. On a plein de questions. Vous allez bien sûr intervenir dans ce débat. Mais Monsieur Piolle, vous avez entendu Laurent Nunez. Vous avez vu cette réunion qui a été convoquée à l'Elysée hier. À quoi elle servait cette réunion? Pas de grande annonce? Rien, comme les précédentes. À part montrer, ce qui n'est quand même pas inutile, qu'au sommet de l'État, on se préoccupe de la situation. Donc ça, c'est positif. Je pense qu'il ne faut jamais montrer que voilà, on s'en fout et abandonner la situation. Donc continuer à se mobiliser, c'est important. À quoi ça sert? À rien. Bon, c'est aussi simple que ça. Ouais. Mec, il nous dit quoi? On va essayer de filtrer les entrées de drogue sur le territoire. Ah, parce qu'avant, on ne le faisait pas?
Monsieur Piolle, vous êtes le premier, pardonnez-moi, une de vos lignes de défense, parce qu'effectivement, vous êtes beaucoup attaqué par vos adversaires et une partie aussi des Grenoblois, mais enfin surtout par vos adversaires sur le fait que vous n'en faites pas assez en matière de sécurité sur votre territoire. Et une de vos lignes de défense, c'est de dire la police municipale ne peut pas tout faire, et c'est l'État à le faire. Ouais, ouais. Là, l'État, alors on peut dire que pour le moment, ce sont des paroles, d'accord, mais l'État tente quand même d'avancer quelques propositions très concrètes à la suite de ce qui vient d'être dit. C'est quoi les propositions concrètes? Ça devrait passer par essayer d'empêcher la drogue de rentrer sur le territoire. C'est une super proposition, j'avais pas pensé avant. Alors, les prédécesseurs de M. Nunez non plus. Il y a une loi qui a été passée, la fameuse loi sur le narcotrafic. Je dis juste je vous montre les éléments, Monsieur Piolle, je vous montre les éléments de cette loi sur le narcotrafic qui prévoit la création d'un nouveau parquet national anticriminalité. J'y suis favorable, on l'a dit. La fermeture des commerces qui blanchissent l'argent de la drogue. Ça serait super, des quartiers de prison sécurisés pour les narcotrafiquants, des techniques d'enquête renforcées. La loi, elle a été promulguée au mois de juin et le parquet verra le jour au mois de janvier. Muriel Fabre, qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il va falloir aller encore plus loin? Je pense qu'en matière de lutte contre le narcotrafic, c'est jamais suffisant, mais en tout cas, c'est un premier pas. Et ça rejoint en fait toutes les propositions qui avaient été émises lors du rapport fait par notamment le sénateur. J'ai oublié son nom, mais vous me le rappelez. Étienne Blanc, merci beaucoup. Et voilà, tout à fait. Sur lequel il y a quand même eu un vote à l'unanimité au Sénat. Preuve aussi qu'il y a eu vraiment une force consensuelle sur ce sujet. Aujourd'hui, vous le savez, nous, l'Association des maires de France, on a été une des premières associations justement à dénoncer aussi cette problématique qui entrait sur notre territoire, sur lequel aujourd'hui on constate que ça ne finalement que ce n'est pas uniquement en fait sur la partie urbaine, mais qu'on a aussi le fléau en matière rurale. Et je pense que toute la question aujourd'hui de la sécurité, elle est évidemment centrale et prégnante, et elle est d'abord et avant tout au cœur et aux mains de l'État. Par contre, les maires étant toujours en première ligne, ils ont évidemment mis en place ce qu'ils pouvaient. Ce sont aussi eux, ce sont leurs polices municipales qui agissent aussi dans ce cadre-là. Et il était nécessaire de renforcer évidemment la lutte dans ce cadre-là. Même question, est-ce que cette loi est suffisante ou pas? Comment elle est accueillie sur le terrain par les maires? Déjà, il faut donner de bons signaux, donc que tout le monde en fasse une priorité, qu'on compare effectivement la guerre contre le narcotrafic à la guerre au terrorisme. Je pense que c'est une bonne chose. Donc on ne peut pas dire qu'on s'en fout. Ça a déjà été dit. Donc il faut montrer que tout le monde est mobilisé. Et tout le monde peut être aussi mobilisé à sa place. Comme je l'ai évoqué, ça ne relève pas que de l'État ou ça ne relève pas que des maires. Ça relève d'une action qui doit être coordonnée, de réoccuper aussi l'espace public. Aujourd'hui, de quoi il s'agit lorsque vous prenez Marseille? C'est-à-dire que vous avez des barbares qui occupent l'espace public à toute heure du jour et de la nuit, à proximité de lieux publics. Eh bien, vous allez avoir des assassinats pour intimider. Donc la première chose à faire, c'est réoccuper l'espace public, c'est reprendre possession de l'espace public. On ne mettra pas fin au narcotrafic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de policiers dans les rues? C'est-à-dire que vous avez plusieurs types d'actions, et notamment à l'encontre du narcotrafic. Vous avez une action souterraine de police judiciaire qui est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'il faut aussi renforcer les effectifs de la police judiciaire, qui permettent de contrôler des flux financiers, qui permettent de lutter contre le blanchiment. Mais la première chose à faire aujourd'hui, c'est se réapproprier un espace public qui est délaissé, qui dans certains quartiers est aux mains de voyous et de criminels. Oui, comment ça se passe à Grenoble? Il y a des quartiers où la police ne peut pas entrer, ou ça c'est un fantasme? Non, pas du tout, c'est un fantasme. La police va partout, elle va courageusement partout et elle s'engage physiquement partout. Donc il n'y a pas des quartiers de non-droit comme on peut le lire ou l'entendre sur certains plateaux. Ça n'existe pas. Je veux dire, ils sont présents, la police est présente partout. La coordination entre la police municipale, la police nationale, la justice, essayer d'optimiser les moyens que nous avons, avec les stratégies et la loi que nous avons, tout ça fonctionne. Les gens essaient de faire leur travail du mieux possible. Mais dans un quartier qui n'est pas un quartier reculé de Grenoble, quand M. Retailleau est venu, quand il était ministre de l'Intérieur à Grenoble, j'ai une vidéo qui a été prise depuis un immeuble, il y avait M. Retailleau en train de déposer une gerbe au commissariat sur la stèle des policiers morts pour la France, et le champ de la caméra du téléphone tournait, et il y avait un point de deal, des gens assis
à 100 mètres du commissariat, assis sur des chaises en train d'attendre le client. C'est-à-dire que même quand le ministre de l'Intérieur... Pourquoi cette impuissance face au point de deal? J'ai regardé, je crois qu'il y a encore 28 points de deal à Grenoble, c'est ça? Je ne sais pas comment vous comptabilisez ça. Honnêtement, avec ma première adjointe, dans mon premier mandat, nous pointions sur la carte de Grenoble les points de deal que nous constations nous-mêmes ou que nous remontaient nos agents ou nous remontaient les habitants. On était à bien plus que cela. Donc vous avez fait baisser le nombre de points de deal? On a fait baisser. En fait, on ne peut pas dissocier le trafic de la consommation. Tant qu'on continue à dire, voilà, comme si les gens ne se droguaient pas, mais il y avait des dealers. Non, il y a une consommation en France de drogue qui a augmenté, une consommation légale de drogue légale, les psychotropes, où nous sommes parmi les recordman d'Europe, mais de drogue illégale, le cannabis, qui est plutôt pour se déstresser, la cocaïne pour rester dans le système. C'est pour ça que j'avais fait des propositions de C'est intéressant, vous tester. dites en fait ce que dit Gérald Darmanin toujours maintenant. Non, sur le diagnostic, sur la d'accord. consommation. Moi, ce que je dis juste, c'est que espérer qu'en faisant des politiques plus répressives, on est passé de là en 4 ans de 60 000 personnes dans les prisons à 80 000. Est-ce que ça a amélioré les choses? Non. On a un décalage de mesures. Moi, les policiers... des délinquants, il faut bien les mettre en prison. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que ça a amélioré les choses? C'est-à-dire que la police écope la maire à la petite cuillère. Donc eux, ils reviennent tout contents en me disant « Monsieur le maire, regardez, on a arrêté tous ces gens, ils sont en prison. » Moi, je dis « Super », mais le niveau de la mer n'a pas bougé. C'est-à-dire que ça n'a pas fait reculer le deal. Donc est-ce qu'à un moment, on veut s'attaquer à la consommation? Et est-ce que sur la consommation, on est dans les stratégies que j'utilise moi aussi, culpabiliser les consommateurs, c'est ce que je fais. On fait des vidéos avec la Mildeca pour dire « Voilà, bah, vous contribuez à cette économie du sang en allant acheter votre drogue sur un point de deal. » Et moi je dis, peut-être traitons pourquoi est-ce que les gens se droguent et est-ce qu'on fait une politique comme en Islande où on a dit, il y a un problème de santé publique, considérer que les drogués en fait ont un problème de santé publique, que ce soit la cocaïne, que ce soit le cannabis, que ce soit maintenant d'autres drogues chimiques, et est-ce qu'on traite les problèmes des gens? Donc la culpabilisation peut fonctionner selon vous? Non, ça ne marche pas. Je le fais, mais je constate que ça ne marche pas. Punir plutôt les consommateurs. Non, il faut traiter d'un point de vue santé publique. Oui, parce que Monsieur Piolle, vous êtes pour la légalisation de la consommation. Oui, parce que moi je veux éradiquer le narcotrafic. Je constate, comme Monsieur le maire de Saint-Raphaël, ce qui m'insupporte, c'est que le deal prenne possession de l'espace public. Parce qu'il y a des nuisances pour les habitants qui sont sur les points de deal, et quand ils prennent possession sur l'espace public, non seulement il y a ces nuisances pour les habitants, mais en plus, il y a des nuisances pour tout un quartier avec ce que ça génère de tensions et de risques. Donc voilà, nous voulons éradiquer le trafic. Pour éradiquer le trafic, je pense qu'il faut agir sur la santé publique, d'une part, et d'autre part sur la légalisation pour couper la moitié. Le cannabis, c'est à peu près la moitié. Ce ne sera pas une solution magique, mais ça coupera au moins la moitié du chiffre d'affaires. Quelle entreprise se remet de la perte de la moitié du chiffre d'affaires? Très rapidement, peut-être pour essayer de rapprocher les deux points de vue, et encore, je n'en suis pas sûre, il y a des études, très vite, qui ont été faites et en France et aux États-Unis, qui montrent que la couleur politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, à l'américaine ou à la française, ont effectivement très peu d'influence sur le degré d'insécurité. Reconnaissons qu'à Grenoble, même si on peut contester, et beaucoup contestent encore une fois, Monsieur Piolle, le fait que vous ne prenez pas assez de mesures coercitives. Et il est vrai que l'insécurité datait d'avant votre venue à la mandature de Grenoble, puisque même du temps où du temps de votre prédécesseur, le fameux discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy datait d'avant votre arrivée. Juste pour terminer, on va faire un débat juste sur Grenoble. Non, c'est pas Grenoble. Ces études nationales qui ont été faites montrent que ce qui fait la différence entre le degré d'insécurité ou pas, certes, il y a des mesures coercitives qui sont prises de police, etc., mais c'est aussi la taille de l'agglomération, c'est aussi les conditions économiques et sociales. Quand vous parlez, monsieur, de remplir l'espace public, ça passe pas seulement par plus de police, ça peut passer par plus de prévention et d'accompagnement. Si vous n'avez pas de sécurité, et également plus de coordination, c'est ce que ça vous sert à rien de faire des pistes cyclables si vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Les rues de Grenoble sont pleines, monsieur. Mais non, mais monsieur, on va pas refaire un débat sur Grenoble. Absurde en se jetant des trucs. Je vais vous soumettre cette phrase de Laurent Nunez: s'il n'y avait pas de consommateurs de drogue, il n'y aurait pas tous ces crimes. Laurent Nunez, hier, ministre de l'Intérieur, qui sort donc prenons-le avec le ministre de la Santé à l'Élysée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Muriel Fabre? Mais excusez-moi, mais j'entends le débat après dans chaque commune et dans chaque collectivité, mais si je me repositionne en tant que maire, la question de la consommation, une fois de plus,
c'est à nous de la gérer alors qu'on a une carence de l'État finalement. Je pense que c'est cela qu'on constate aussi en matière de sécurité. Quand vous parlez aujourd'hui de sentiment d'insécurité, c'est quand même un problème majeur et en tout cas un questionnement majeur de nos concitoyens. Sur la dernière enquête que l'Association des maires de France a fait, ça ressort comme une première politique à mettre en œuvre, je dirais d'un point de vue national. Alors évidemment, après, il faut analyser dans le détail chacun individuellement entre le sentiment qu'a le maire aussi d'ailleurs de l'insécurité en général et ce qu'il peut considérer comme sentiment d'insécurité sur sa commune. On voit qu'il y a déjà une dichotomie dans ce cadre-là. Et d'un point de vue plus global, je rappelle que c'est quand même les maires qui ont mis en place les polices municipales parce qu'effectivement, on a besoin de forces de sécurité intérieure, mais quand on a un rétrécissement aujourd'hui des effectifs dans ce cadre-là, bien c'est bien à nous de pallier. Aujourd'hui, on est quand même sur une attente extrêmement forte et je pense que c'est aussi ça un sujet aujourd'hui, c'est justement sur l'extension de leurs prérogatives à la liberté des maires. C'est quand même quelque chose que l'Association des maires de France avait prôné très largement et très efficacement et aujourd'hui, le texte n'est toujours pas adopté parce qu'on est dans une instabilité et qu'on remonte à chaque fois au calendrier grec pour avoir... Si je résume ce que vous dites, c'est les maires ont envie d'agir pour la sécurité, ils n'ont pas envie, ils le font. Ils mettent en place la vidéoprotection, ils mettent en place énormément de choses en matière de sécurité. Mais est-ce que c'est le rôle premier? Là est la question en fait aujourd'hui. Votre réponse? C'est pas une question de couleur politique, c'est une question de moyens aussi. On ne peut pas dire qu'on a besoin de plus de moyens de police nationale et ne pas mettre également des moyens municipaux. C'est totalement contradictoire, il faut les deux. Bien sûr. C'est pour ça que ce n'est pas une question forcément de couleur politique, c'est une question de moyens. Si vous mettez moins de policiers, si vous n'avez pas une police qui est respectée, si vous n'avez pas une police armée, si vous ne mettez pas une police la nuit, quand vous en avez encore une fois les moyens, et quand vous démantelez vos caméras de vidéoprotection pour les remettre à monsieur Estrosi ou je ne sais trop qui. Mais ça, c'est pas vrai, monsieur. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Propos, juste assumons nos différences sans que vous racontiez n'importe quoi. Non, ce sont juste vos propos. Non. Donc, vous les assumez peut-être plus, mais ce sont vos propos. Eh bien, effectivement, on est moins efficace. Il faut regarder l'évolution des chiffres de la délinquance aussi par rapport aux moyens. Et si on peut le faire de manière très calme, on peut le faire aussi à travers des études, mais on ne peut pas avoir un discours qui consiste à dire les moyens, c'est pas important parce que de toute façon, ça sert à rien. C'est un peu votre discours, monsieur Piolle. Mais pas du tout, monsieur. Vous pouvez pas, on peut assumer nos différences sans que vous me projetiez des trucs qui ne sont pas mes propos. Bon, essayons d'avoir un débat de mentir sur ce que je dis. Si c'est possible. Vous qui n'avez pas de Estrosi. Votre réponse, Éric Piolle et Yannick Alimi. Nous avons 100 postes à la mairie de Grenoble sur la police municipale. Nous avons 60 postes d'ASVP, c'est-à-dire qui circulent aussi et qui font de la médiation. Nous avons des médiateurs de nuit. Nous travaillons sur des politiques de prévention. Nous faisons des liens police-population. Nous faisons des séjours avec la police et les jeunes de quartiers populaires dans des lieux. Nous étions là en visite au Struthof la semaine dernière. Nous faisons des missions d'éducation populaire en montagne. Donc nous faisons nous accueillons des travaux d'intérêt général donc à l'autre bout du spectre. Donc nous travaillons sur la prévention, la répression, la réinsertion. En fait, vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut faire plus de prévention. Juste plus de prévention. 2, traiter la question de la santé publique sur la drogue. Parce qu'une population qui se drogue, ça veut dire qu'elle a un problème. Voilà. Si on nie ce problème et qu'on dit juste c'est mal de se droguer, et ben en fait je vois pas comment. J'aimerais qu'on aborde juste un point. On entend beaucoup qu'il y a des risques, des menaces d'ingérence de narcotrafiquants sur les élections municipales qui arrivent dans moins de 5 mois. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous le craignez? Quelles sont les craintes des pouvoirs publics aujourd'hui, Yannick? Alors les craintes des pouvoirs publics, il y a des études, effectivement, des analyses qui sortent de plus en plus et qui corroborent un peu les termes, l'expression utilisée par Bruno Retailleau lorsqu'il était place Beauvau, qu'il rappelait tout à l'heure, de la mexicanisation de la vie politique française. Alors, sans épouser totalement ce terme-là, il est vrai que la tendance, malheureusement, semble à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des pressions de plus en plus fortes de la part des réseaux sur les élus, notamment les élus les plus proches du terrain, donc les maires ou les conseillers municipaux, qui en termes de corruption, les élus municipaux et les maires achetant ce qu'on peut appeler la paix sociale contre le fait, effectivement, de laisser faire les dealers et dans le pire des cas, d'empocher une partie des sommes des trafics et les mettre dans leur poche. C'est ce que vous constatez sur le terrain? Tendance. Ou c'est votre crainte?
Enfin, moi, je n'ai pas de remontée particulière, mais je sais que ces études existent, évidemment, donc, et qu'il faut aussi faire attention à la corruption des fonctionnaires, qui est un véritable sujet. C'est notamment ceux qui occupent des fonctions régaliennes ou des fonctions de surveillance dans les ports. Donc, c'est un phénomène qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. C'est vrai qu'on a des expériences étrangères qui nous montrent qu'à travers le narcotrafic, c'est 7 milliards le narcotrafic, et c'est environ 250 000 personnes qui vivent de ça. Donc, vous avez beaucoup d'argent. Ça touche à peu près tout le territoire parce qu'on a près de 4 communes sur 5 et cet argent est évidemment recyclé d'une façon ou d'une autre en France ou à l'étranger. Donc il faut avoir la plus grande des préventions dans ce domaine, mais pas qu'à l'occasion des élections municipales, bien au-delà, parce que c'est tout l'appareil d'État qui peut être infiltré. Muriel Fabre, vous avez des maires ou des candidats qui sont venus vous voir en disant attention, là dans ma commune, il se passe des choses, je ne vais pas dire louches parce que c'est beaucoup plus grave que ça, mais des choses préoccupantes. Oui, mais il y a des maires effectivement qui ont signalé, et justement grâce à la visibilité du rapport sénatorial, parce que tout le monde n'était peut-être pas au fait en fait aujourd'hui de cette vision tentaculaire que peut représenter le narcotrafic en fait sur notre territoire. Ça n'est pas que des questions outre-mer par rapport aujourd'hui à l'arrivage de drogue et autres. Tout notre territoire en fait peut être concerné. Effectivement, il y a des inquiétudes. Je rejoins aussi les risques de corruption, et heureusement qu'on a pour cela, en tout cas au niveau des élus locaux, les questions déontologiques qui sont extrêmement prégnantes. Mais je rejoins ce que Frédéric a dit sur l'appareil d'État, sur les fonctionnaires partout. Aujourd'hui, ce risque existe. On s'en prémunira de la meilleure manière. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui toute l'emprise que cela a. Et on est non pas sur un démarrage d'une situation difficile et complexe. C'est déjà extrêmement ancré en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, d'en parler depuis l'année dernière, je pense que ne plus nier les choses en fait, et considérer que c'est là et qu'aujourd'hui il faut se donner les moyens, mais les moyens collectifs une fois de plus, c'est-à-dire c'est évidemment les maires, mais c'est aux côtés de l'État. Je pense que c'est indispensable de rappeler qu'on doit travailler dans une vision collaborative comme on le fait sur d'autres sujets, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer comme ça. Alors il y a le narcotrafic et puis il y a la question de la sécurité au quotidien. C'est les deux grands volets de ce thème de la sécurité ici au Congrès des maires. Je vais vous montrer cette déclaration de Gérald Darmanin qui a beaucoup fait parler. C'était au mois de mai. Le ministre de la Justice déclarait « Il n'y a plus de lieu safe en France. Ce qui marque beaucoup les Français, c'est que ça s'est généralisé, métastasé. Ce n'est plus dans les endroits où on cherchait le problème. Ce n'est plus que dans les endroits où on cherchait le problème potentiel. » Est-ce que ce n'est pas le constat de l'impuissance de l'État, Yannick, quand vous regardez ça, quand vous regardez cette déclaration de Gérald Darmanin? En tout cas, ce que veut dire Gérald Darmanin, c'est ce que nous disons tous, et ce dont vous êtes témoin, effectivement, une infiltration et un ruissellement dans les zones les plus reculées du territoire. Alors, c'est pas que le narcotrafic, hein. Voilà, je veux élargir un peu ce débat. Tout à fait, mais vous avez raison. Alors non, vous avez raison de préciser, Steve, si le narcotrafic quand même s'infile de plus en plus, des études quand même montrent effectivement, pardon, j'ai plus les références en tête, mais croyez-moi, je peux vous les donner si vous voulez, montrent tout de même qu'il y a d'abord un sentiment de sécurité qui prime. En termes de statistiques géographiques de l'insécurité réelle, ça reste quand même, j'allais dire Dieu merci, mais j'en sais rien. Vous voulez faire la distinction entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité réelle? C'est un débat qu'on a eu... Non, mais je veux pas. Mais l'insécurité réelle sur la base de chiffres reste quand même limitée. C'est une façon de parler. Elle augmente, mais dans des zones les plus peuplées, les plus urbaines, et elle n'atteint pas quand même le fin fond de la France et de Navarre. Donc relativisons quand même le fait qu'il y aurait de la violence partout en France et de plus en plus de violence. Vous relativisez aussi ces propos de Gérald Darmanin et cette insécurité qui se propage dans la société française? Non, c'est ressenti. Vous avez des sondages aussi sur ce sujet, c'est ressenti comme tel ressenti, oui. par nos compatriotes. Après, c'est vrai que par capillarité, le trafic de drogue, on le retrouve dans des lieux reculés, puisqu'on parle des plans de deal, mais vous avez également l'ubérisation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 25% du trafic de stupéfiants que vous pouvez recevoir par la poste ou par Amazon. Donc c'est un véritable sujet. Et puis, les trafiquants sont de véritables chefs d'entreprise. Vous remettez le débat sur le narcotrafic, mais je voulais élargir un petit peu. Non, mais parce qu'il développe des
intéressant. Ça veut dire que le narcotrafic est en train de, pas de gangréner, parce que ce sont pas mes mots. C'est une de ses particularités. Et c'était les mots du rapport du sénateur, effectivement, Étienne Blanc. C'est une de ses particularités, c'est-à-dire que il y a des franchises qui se développent un peu partout, dans les lieux les plus reculés. Puis vous avez un autre sujet, c'est celui de la santé mentale, dans la mesure où parmi les phénomènes de violence ou vécus comme violentes, eh bien, vous avez de plus en plus de problématiques à l'égard de personnes dans des situations de marginalité, sous forme de dépendance. Et ça, c'est également vécu dans les lieux les plus reculés. Et on a beaucoup de collègues, d'ailleurs, qui se plaignent de rencontrer des comportements qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Alors, c'est quoi? C'est les incivilités du quotidien, comme on dit. Comment ça se matérialise concrètement sur le terrain? Mais je pense que c'est ça aujourd'hui. Je pense que je ne vous rejoins pas, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites, parce que la question de la montée des incivilités aujourd'hui, elle touche à la fois les maires de grandes villes comme les maires de ruraux. Et de surcroît, de plus en plus, les maires ruraux. C'est aussi quelque chose et un état de fait que l'on voit quand on se déplace dans les départements. Et ça génère aussi... Madame, acceptez de faire la différence entre les incivilités qui, certes, perturbent la vie au quotidien, des véritables violences et un sentiment d'insécurité. Je suis d'accord qu'il y ait un degré, mais il y a toujours un débarrage et un départ aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas le nier non plus. Et aujourd'hui, quand on m'interroge sur le fait que certains maires se disent qu'il se passe des choses chez eux, ce n'est pas des maires de grandes villes qui sont venus me voir. Ce sont des maires ruraux. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils constatent effectivement des choses qui se passent aujourd'hui sur leur territoire. Ils ont pu du coup en parler de manière plus libre aussi avec la gendarmerie. Je pense que c'est ça aujourd'hui le vrai sujet, c'est d'arrêter de fermer les yeux sur la situation dans laquelle on vit. Je ne dis pas que c'est partout et sur toutes les communes de France, mais ça existe dans certaines communes et qu'il faut le prendre en compte et que nous, notre rôle à l'Association des maires de France, c'est de prévenir et c'est d'accompagner nos maires pour qu'ils sachent aussi vers qui se tourner dans ce cadre-là. Parce que quand un maire de surcroît rural doit gérer la sécurité sur son territoire, je rappelle qu'il est en première ligne et derrière, après, ça peut conduire à des violences et à des agressions, parce que quand vous avez en face de vous des délinquants, que ce soit des jeunes ou des délinquants un peu plus, je dirais, professionnalisés, et bien derrière, vous avez aussi des situations à risque dans ce cadre-là. Comment lutter précisément contre ces incivilités ou cette violence du quotidien? Tous les maires ne font pas le même choix. Je crois que dans votre ville, vous avez décidé de ne pas mettre de vidéoprotection, vidéosurveillance. Si, il y a 120 caméras. D'accord. Malgré ce que dit monsieur, ouais. Il peut raconter. Non, je dis qu'il y en a peu. Ça fait quand même 6 par kilomètre carré. Voilà, on est plutôt dans la moyenne des villes de notre taille. Mais est-ce que c'est efficace? C'est pas efficace? Voilà, c'est un sujet. Il y a la question de la police municipale, armée, non armée, et cette question de la vidéoprotection, vidéosurveillance. La vidéosurveillance, ça sert à quoi? Ça pourrait servir à la dissuasion, ça pourrait servir à l'intervention, ça pourrait servir à l'élucidation. Sur la dissuasion, toutes les études montrent que ça ne marche pas. Voilà. Donc ça n'empêche pas les drames. On a d'ailleurs, moi j'ai eu un agent municipal qui a été tué devant des caméras, une attaque de fourgon devant des caméras. Donc ça ne fonctionne pas pour la dissuasion. Sur l'intervention, malheureusement, l'histoire nous montre que là aussi, ça ne fonctionne pas. Même si ça fonctionne un petit peu pour nous, police municipale, dans notre centre de surveillance, ça permet de savoir quand il se passe quelque chose, si c'est 10 personnes qui sont en train de se battre ou si c'est 2 personnes qui sont en train de se battre. Donc là-dessus, il y a un intérêt dans les endroits très fréquentés. Et sur l'élucidation, là aussi, les études montrent que ça marche dans 2-3%. Vous dites que la vidéo, ça marche pas, quoi. Mais c'est pas vrai. Malheureusement, ça marche dans les espaces fermés, nous en mettons là partout, ça marche dans les transports en commun de façon assez efficace. Et sur l'espace public, ce qui est intéressant, ce qui vous intéresse, vous et moi, c'est pas de vous faire tirer votre sac avec votre ordinateur, vous faire tirer votre collier en or, vous faire tirer votre portable. Et avant que la police, avec les moyens qu'elle a, fasse des analyses vidéo pour récupérer votre téléphone portable, votre collier en or ou votre ordinateur, vous pouvez y aller, les amis. En face de vous, on n'est pas du tout d'accord. Ils le font quand il y a une bande. Ils le font et de façon efficace quand il y a une bande qui répète un schéma, ou à ce moment-là, d'ailleurs, ils les chopent généralement en allant sur le terrain. Alors, Frédéric Masculier, Muriel Fabre. Monsieur Piolle fait exprès de prendre des mauvais exemples pour essayer de ruiner la démonstration. C'est la science, c'est juste des études, des rapports scientifiques. Quand vous prenez des meurtres, vous savez très bien que c'est tout à fait exceptionnel dans le cadre de la délinquance, et de dire que les caméras de vidéoprotection ne sont pas efficaces parce qu'elles n'ont pas pu empêcher un meurtre, c'est un raisonnement tout à fait par l'absurde. La réalité, c'est qu'il faut prendre la délinquance du quotidien, et si vous regardez dans le cadre de la délinquance du quotidien, il est certain que si vous savez que vous êtes en dessous d'une caméra, eh bien, ça a un effet dissuasif. En termes d'élucidation,
question, hier on a eu l'occasion d'échanger avec le procureur de Marseille, je pense qu'il est plus expert que nous dans ce domaine-là, et il évoque l'importance évidemment et la responsabilité des maires, pour reprendre son propos, d'investir lorsqu'ils le peuvent, encore une fois, parce que tout le monde ne le peut pas d'un point de vue financier, dans des dispositifs de vidéoprotection, parce que c'est efficace. Lionel Fabre, là-dessus, sur la vidéo. Je vais peut-être réconcilier tout le monde. Mais, on en a besoin ici. Non, mais je pense qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, et ce que je ne vois pas aujourd'hui, c'est quand même de constater qu'il y a un recul de l'État en matière de sécurité sur notre territoire. Ce qui a fait que des maires se sont saisis en fait de ces questions pour y répondre, pour y trouver des solutions. C'est effectivement les moyens de vidéoprotection, et je rejoins Frédéric, ils sont efficaces. Et ils sont d'ailleurs souvent demandés par les gendarmes ou par les policiers, parce que lorsqu'on a en fait des démarrages de cambriolage, des problématiques, etc. On a mis en place aussi une police municipale, sur laquelle on attend encore beaucoup, je le répète, parce que je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie répétitive en ce moment pour obtenir des choses. Et donc, mais finalement, aujourd'hui, les policiers municipaux remplace, pardonnez-moi un petit peu l'expression, aussi les forces de sécurité intérieure quand elles ne sont pas là. Combien de conventions de coordination nous devons mettre en place avec derrière en fait une quantité d'objectifs liés pour permettre en fait une coordination de l'ensemble, c'est-à-dire État et collectivité. Donc vous faites ce que l'État ne fait plus, c'est ça. Les maires font ce que l'État ne fait plus. C'est bien ça aujourd'hui la difficulté. Et je pense qu'on a raison d'ailleurs d'agir, parce que nous sommes les élus de proximité. Nous répondons aux besoins de nos concitoyens au quotidien. Donc évidemment, quand il y a une problématique de sécurité sur notre territoire, c'est à nous d'agir si personne ne le fait. C'est un miracle, je crois que vous êtes d'accord avec... Tout à fait, on est passé maintenant, on doit être à peu près à 30 000 policiers municipaux, il y en avait quelques milliers il y a 20 ans. Donc les maires, ça veut dire là où l'État recule, les maires avancent, parce que notamment ils doivent assurer la tranquillité du quotidien, et ce que la police ne fait plus. Moi j'ai grandi à côté d'un commissariat. À l'époque, quand on voyait des policiers dans la rue, on était plutôt contents, ça nous rassurait. Maintenant, quand vous voyez des gens, quand vous voyez des policiers quelque part, vous vous dites, oulala, s'il y a des policiers là, ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas au bon endroit, il vaut mieux le sortir. C'est quand même une inversion logique. Et puis on ne parle pas de la sécurité privée. La sécurité privée, aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Ça aussi, c'est un nouveau métier qui s'est développé ces dernières années, parce que l'État recule en matière de sécurité du quotidien, en mettant tous ses moyens sur le haut du spectre, le narcotrafic, mais il met tous ses moyens pour écoper la mer à petite cuillère. Le niveau de la mer ne baisse pas. Il nous reste très peu de temps, je crois que c'est moins de 2 minutes. Juste, j'aimerais vous entendre sur le fait que Sébastien Lecornu sera ici au Congrès des maires de France demain. Qu'est-ce que vous attendez de lui, notamment? Est-ce que vous attendez des annonces en matière de sécurité ou sur autre chose? Frédéric Masquelier. Qui nous donne les moyens d'avoir de la liberté. Je crois que c'est important. Les maires sont des opérateurs de terrain. Nous sommes en première ligne sur un grand nombre de difficultés que rencontrent nos concitoyens, et nous sommes également des facteurs de solutions face à ces nombreux problèmes. Ce que donc nous avons besoin, c'est qu'on nous laisse un peu de liberté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de normes, qu'on débureaucratise notre pays, et puis qu'on nous laisse aussi une autonomie financière, afin de pouvoir agir. Lionel Fabre, très rapidement, il nous reste 40 secondes. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que j'attends du Premier ministre, c'est qu'il reconnaisse en fait officiellement et de manière très concrète le rôle fondamental des collectivités et des maires. Et ça passe évidemment par cette liberté locale chère à notre cœur, puisque c'est la thématique de notre congrès, mais ça passe aussi par les questions de recentralisation financière aujourd'hui qui nous pèsent. Et donc, on aimerait une loi de finances en adéquation avec notre capacité à agir pour demain. Et aussi la question plus large de la décentralisation, qui doit être aujourd'hui un élément fondamental de réorganisation de l'État. Effectivement toute la semaine, notamment sur Public Sénat. Eric Piolle, en 10 secondes. 10 secondes, qui maintiennent les dotations des collectivités, parce que de fait, on est le dernier truc qui marche en France. La situation géopolitique internationale est très compliquée, et le niveau national, c'est le bazar, et tout le monde avait compris que ça serait le bazar jusqu'aux élections présidentielles. Donc, qui laisse les moyens aux collectivités, ne serait-ce que pour éviter un effet récessif de perte d'investissement, première chose, développer effectivement nos libertés locales, et puis c'est nous qui sommes en première main pour la transition sociale et environnementale, parce qu'on ne parle pas du tout de cela, mais je rappelle que la première menace en France, ça va être les sécheresses, les accidents climatiques,
le réchauffement climatique, et que tout ça génère des enjeux sociaux et environnementaux. Ben oui, mais c'est quand même le sujet de l'humanité. Il y a beaucoup de problématiques. Et on fait comme si ça n'existait pas. Bon, en fait, c'est pas parce qu'on regarde pas le dérèglement climatique que lui ne nous voit pas. Hein, donc je le rappelle. Merci à tous les quatre. Merci Jenny Calimi. Je rappelle votre livre L'argent et le pouvoir. Ça sort chez Plomb. Élisée Bercy, les liens secrets. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On va tout de suite prendre la direction du grand auditorium où se déroule, vous le savez, toute la journée des débats sur les problématiques qui nous concernent tous. Ce matin, il est question de l'engagement des plus jeunes dans la sphère publique. Je vous propose de suivre ces débats. On se retrouve juste après. Restez avec nous. D'ici 45 minutes, mon invité sera le député européen Place Publique, Raphaël Glucksmann. On l'entend très peu sur toutes ces problématiques locales. Il a accepté de répondre à mes questions. Rendez-vous donc d'ici 3 quarts d'heure. À tout de suite. Le pouls de l'engagement, du moral des maires. Alors, cette édition 2025 est-elle aujourd'hui à la mobilisation à quelques semaines maintenant, quelques mois des municipales? Et est-ce qu'on observe des différences entre la jeune génération et puis les plus anciens? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est vrai que cette édition de l'enquête qu'on a conduite pour l'année 2025, exceptionnellement, c'est-à-dire que nous avons à la fois interrogé un échantillon de la population française et puis l'ensemble des maires et celles et ceux présents et présentes, je les remercie d'avoir répondu à cette enquête. Il y a deux enseignements importants qui ressortent de ce travail. Le premier, sur la question de l'engagement ou du réengagement. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on voit une érosion, depuis presque un demi-siècle, du nombre de jeunes maires. 1983, élection municipale, 12% des maires ont moins de 30 ans. Moins de 35 ans précisément. 2020, 3%, vous l'avez rappelé. Donc ça interroge sur évidemment cet affaiblissement de la part des maires et de leur jeune engagement. Bon, il y a plusieurs causes, mais pour aller très très vite, première cause, il faut relier cela aussi à des transformations démographiques dans la société française, des transformations de l'accès, une massification de l'accès à l'éducation supérieure, et ce qui conduit quand même beaucoup de jeunes à se dire à 18, 20, 22 ans, il y a un parcours éducatif à privilégier que toute autre forme en parallèle d'engagement municipal. Et deuxième enseignement qui me paraît peut-être le plus prometteur, souvent on dit il y a une forme de mise à distance des citoyens sur un engagement dans la vie locale. Alors la vie locale, c'est pas simplement via le conseil municipal. Il y a toutes sortes de formes d'investissement. Mais dans l'enquête de juillet dernier, moi j'ai été frappé, 1 Français sur 4 déclare être prêt à s'engager. Ça veut dire qu'il y a un vivier d'engagement dans le pays très très fort, 25%, qui sont conscients du temps que cela représente, mais qui seraient prêts finalement à être contactés par l'un d'entre vous et recevoir les messages d'engagement. Donc ça, je crois que c'est quand même un élément très très fort. Quand on dit il y a une crise de l'engagement, non, il n'y a pas une crise de l'engagement. Il y a aujourd'hui, et ça a été rappelé par Laurent Lardeux, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'engagement, des engagements multicauses. Et puis, si je poursuis sur cet élément de l'engagement, on observe quand même 2 grandes différences. Et ça va peut-être vous surprendre, mais plus la taille de la commune est petite, plus la disposition à s'engager est grande. Et ça va du simple au double pour des communes de moins de 1000 habitants, si on les compare à des communes de plus de 50 000 habitants. Et puis, deuxième résultat que je trouve là aussi prometteur, aujourd'hui, on voit que, alors la jeunesse, je laisserai les sociologues la qualifier en termes d'âge. Pour moi, je considère que sur ces problématiques d'engagement dans la vie politique locale, je dirais qu'il faut accepter, il faut être très très lâche, il faut accepter qu'on est jeune jusqu'à 40 ans, d'accord? Eh bien, même jusqu'à 40 ans, on voit que aujourd'hui, le type d'engagement est très important parmi les conseillers municipaux. On a un nombre de conseillers municipaux de moins de 40 ans beaucoup plus élevé
en pourcentage, hein, que le nombre de maires. Donc ça doit aussi interroger sur les mécanismes qui vont conduire à acculturer dès le plus jeune âge. Peut-être vous évoquiez l'expérience de vote entre 16 et 18 ans. Je crois que vous avez parlé des conseils municipaux. Et effectivement, ça c'est un élément d'acculturation à l'engagement. On peut faire partie d'un conseil municipal à 10 ans, à 14 ans, ne pas forcément s'engager dès 18 ans, mais y revenir à 30 ans, 35, 40 ans. Donc il faut arriver à conserver ce lien. On sait bien qu'il y a des mobilités résidentielles, mais je crois que c'est très important et il y a une vraie responsabilité de la part de l'ensemble des élus pour poursuivre. Il faut penser parcours du citoyen et effectivement rentrer dans un conseil municipal, c'est pour pouvoir demain être maire. Donc des bonnes nouvelles finalement alors. Moi, je suis toujours heureux de porter des bonnes nouvelles, hein, mais sur l'engagement, je dirais un point qui me semble essentiel. On confond parfois l'engagement au long cours. On sait que la trajectoire d'un maire, c'est une forme de rite de passage parce qu'on est conseiller municipal, adjoint et peut-être un jour maire. Et puis, il y a des phénomènes d'apprentissage. Et le conseil municipal jeune, c'est pour moi la meilleure école de l'apprentissage, non pas de la fonction, mais de l'apprentissage de ce qu'est cet engagement citoyen. Donc, à ce titre-là, je trouve que... Et quand on regarde d'autres pays... Alors, Martial, pendant que vous parlez, arrive un conseil municipal d'enfance, c'est la commune d'Épône, dans les Yvelines. On salue leur présence avec nous. Hein. Oui, vous pouvez les applaudir. Accompagnés de leurs référents. Voilà, ils s'installent et ils vont nous écouter toute cette matinée. Alors, à l'école de la démocratie locale, hein, c'est bien ça. Oui, c'est-à-dire qu'on le voit, on l'a vu sur le sujet au cours du mandat d'un certain nombre on l'a rappelé, de démissions de conseillers municipaux et de maires. Moi, je suis frappé sur le réengagement pour mars 2026 d'observer que les maires qui ont été élus pour la première fois en mars 2020 sont beaucoup plus nombreux à vouloir se réengager que leurs aînés, en quelque sorte. Et quand on regarde attentivement les maires de moins de 40 ans prêts à se réengager pour mars prochain, en moyenne, l'enquête montre que 6 maires sur 10 sont prêts à se réengager. Les maires de moins de 40 ans qui ont été élus pour la première fois il y a bientôt 6 ans sont près de 80% à vouloir se réengager. Donc ça, je crois que c'est quand même un élément très positif. Et un signe de bonne santé démocratique. Et de bonne santé démocratique, absolument. Après, il faut comprendre aussi, et vous avez été un des premiers à dire, quand un maire ne se représente pas pour une question d'âge, c'est aussi très naturel. Hein. Et surtout, de bien penser le passage de relais, penser l'équipe. Et ça, je crois que c'est essentiel. Peut-être une réaction, Marion Houetz, à ce que nous dit ce matin Martial Foucault. Oui, je rebondis sur la question du passage de relais. C'est vrai que c'est vraiment essentiel. Moi, si je prends mon cas personnel, c'est l'ancien maire du village qui m'avait pisté depuis déjà 2-3 ans. Repéré. Et qui, à l'usure, m'avait d'abord fait intégrer une partie de la liste qui était censée repartir. Et en travaillant justement pendant la campagne, j'ai émergé au final comme tête de liste, ce qui n'était pas prévu dès le départ. Et c'est vrai que cet accompagnement entre anciens et nouveaux élus peut aussi être une des solutions pour justement faire intégrer des jeunes au sein des conseils municipaux. Et c'est très intéressant. Laurent Lardeux, comment vous réagissez à ce que nous présente ce matin Martial Foucault ? Oui, effectivement. Alors ça rejoint une enquête qu'on avait réalisée et je rejoins complètement ces points sur le vieillissement déjà des élus, c'est un fait, mais qu'il y a quand même effectivement une vitalité très forte du côté de la jeunesse pour tenter le coup, en fait, en quelque sorte. Après, quand on parle de jeunesse, il faut toujours rappeler, et Martial Foucault le rappelle très bien aussi, toutes les inégalités de départ qu'il peut y avoir. Je pense que la socialisation politique au niveau intrafamilial notamment, c'est-à-dire que ça se joue beaucoup quand même dans la famille, auprès de parents souvent qui sont déjà politisés, déjà engagés dans le secteur associatif par exemple, qui ont déjà parfois aussi une certaine notabilité locale. Tout ça joue beaucoup aussi dans le sentiment de légitimité à s'engager. Et donc je pense qu'il y a tout un travail aussi sans doute à faire pour que ce sentiment de légitimité soit beaucoup plus élargi
c'est peut-être la deuxième phase de la table ronde, mais en tout cas, le point de départ, c'est le fait actuel, c'est quand même de rappeler qu'il y a des inégalités de départ dans l'accès à la démocratie représentative et dans le fait de se sentir légitime, effectivement, à franchir le pas. Et inégalité de territoire aussi, apparemment, puisqu'on s'engage plus facilement dans des petites communes que dans les grandes villes. Oui, alors ça rejoint ces réseaux de proximité. Après, c'est des profils très différents aussi entre la grande ville et le village. Les attentes ne sont pas les mêmes aussi du point de vue des administrés comme des élus. C'est-à-dire qu'au niveau local, déjà, il y a des difficultés, je crois. C'est ce qu'on avait, nous, repéré dans la précédente enquête, de trouver des volontaires. Et donc, c'est souvent vers les jeunes que, finalement, les administrés, les villageois allaient se tourner pour essayer de trouver une relève à la vie politique. Au niveau des plus grandes villes, finalement, ça se joue beaucoup plus en lien avec les partis politiques. Et les partis politiques, parfois, qui ne laissent pas toujours la place aux jeunes, ou alors peut-être par des effets de communication. Très souvent, on n'en a pas parlé, mais la jeunesse, c'est aussi un élément de communication. C'est aussi avoir un jeune sur une photo pour essayer de montrer qu'il y a une dynamique. Parce qu'on relie souvent la jeunesse au dynamisme. Et donc c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à toute l'instrumentalisation qu'il peut y avoir de la jeunesse au niveau de la vie politique. Se méfier des effets vitrines. Martial. Oui, une réaction pour compléter ce que dit Laurent. Il y a aussi un vrai sujet de quelle manière on peut valoriser collectivement, comment la nation peut valoriser un engagement sur des fonctions électives. Être conseiller municipal à 18, 20, 25 ans, c'est souvent non pas au prix d'un investissement dans l'éducation, et en particulier si on est encore scolarisé, mais je trouve qu'il y a une vraie responsabilité collective à valoriser cette fonction. Et aujourd'hui, j'observe que d'autres formes de valorisation existent, mais de moins en moins sur la fonction d'élu local, et qui est, à tort, je pense, associée à cette idée d'une extrême politisation. Or, tous ces jeunes sont très à distance des organisations partisanes. C'est un engagement très local, très citoyen. Et là, je trouve qu'il y a un effort à conduire ou à consolider sur cette valorisation de l'engagement. Merci Martial, je sais que vous avez plein d'engagements ce matin. Merci d'avoir été avec nous en ce début d'après-midi. Et donc on va relire à nouveau tous les enseignements de l'enquête du Cevipof 2025 qui est très très riche. Merci d'avoir été avec nous. Effectivement, on peut applaudir Martial Foucault, qui est un fidèle observateur de la démocratie locale. Béverlé Joliet, première adjointe à la mairie d'Helem. Helem, c'est une commune qui est associée à Lille, c'est une particularité. Tout à fait. Et qui fait que vous êtes conseillère municipale de Lille. Alors, première adjointe à Helem, en charge de la jeunesse, du conseil communal d'enfants, de la vie associative, et puis même de la vie numérique. Et puis, au conseil municipal de Lille, vous êtes responsable du conseil lillois de la jeunesse, et vous êtes à l'échelle nationale, membre du bureau de l'ANASEJ. C'est peut-être deux mots, tout le monde parle des conseils municipaux d'enfants, des conseils municipaux de jeunes, et là c'est un réseau, l'ANASEJ, qui essaie de les fédérer, de les rassembler. Peut-être deux mots de présentation ? Tout à fait. L'ANASEJ travaille depuis 1991 avec les élus, les professionnels et les jeunes engagés. Il y a près de 500 collectivités aujourd'hui qui adhèrent à l'ANASEJ, une vingtaine d'associations et de mouvements qui œuvrent dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire qui nous ont rejoints également. L'ambition de l'ANASEJ, et aujourd'hui cette table ronde aussi prend beaucoup de sens puisque nous sommes à la veille de l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais c'est d'impulser les réflexions, les dynamiques et mettre au cœur des politiques publiques l'enfance et la jeunesse et leur participation au débat public. Alors, on viendra peut-être tout à l'heure justement sur les parcours à construire. On va continuer le tour de table en essayant de voir aussi comment on peut faciliter l'engagement. Alex Darmon, alors vidéaste, mais aussi journaliste et créateur de contenu. Vous avez été très actif dans la campagne qu'a lancée l'AMF sur le thème « Oser l'engagement », donner envie aux jeunes d'abord
participer aux prochaines élections, mais surtout pour le faire, eh bien, prendre de nouveaux canaux de communication, savoir aussi poser les yeux sur les réalisations, les initiatives qui fleurissent partout sur les territoires. Oui, complètement. Des nouveaux, je ne sais pas, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils s'inscrivent, ces canaux de communication, notamment auprès des jeunes, justement, pour qu'ils puissent regarder, qu'ils puissent découvrir des initiatives citoyennes. Et avec plusieurs créateurs de contenu, on a été parler d'engagement, mais depuis tout à l'heure, on parle d'engagement politique. D'abord, je constate une chose, c'est qu'on a dit qu'on était jeune jusqu'à 40 ans. Et ça, je suis très content, parce que j'en ai 37. Donc ça, c'est un bon point, donc je le prends. Et deuxièmement, je constate aussi qu'on parle d'engagement politique depuis tout à l'heure. Mais l'engagement, c'est ce qu'on montre dans cette campagne. Oser l'engagement, c'est qu'il est sous toutes ses formes. Avant d'être politique, il peut être associatif, on l'a dit, il peut être militaire. Je vois qu'il y a des jeunes de la protection civile au premier rang, pareil, puisqu'il y a un créateur on leur donnera la parole. Voilà, qui a été avec la protection civile, montrer sur le terrain qu'on pouvait s'engager au niveau associatif, mais il peut être sportif, il peut être dans sa ville simplement. Moi, j'ai fait une vidéo dans une ville qui est super, qui s'appelle Bervillers, et c'est vrai ce qui était dit il y a quelques secondes, plus la ville est plus petite, plus j'ai le sentiment que les jeunes s'engagent, puisque cette ville, Bervillers, c'est une petite ville, et moi j'ai passé une journée avec ces jeunes à qui on a confié un chalet, et qui se sont appropriés, et qui en ont fait une chose formidable. Donc l'engagement... On a inventé la journée citoyenne. Hein. On verra ça tout à l'heure en images, aussi avec d'autres confrères, hein, journalistes, créateurs de contenu, qui ont des chaînes YouTube avec des abonnés. C'est aussi là des nouvelles formes de communication dont s'en parlent les jeunes. Oui, mais c'est leur forme de communication, je crois, enfin j'en suis même sûr. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce qui s'y passe, ils ont leur smartphone à proximité. Il y a YouTube, il y a tous les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que YouTube, il y a Instagram et d'autres réseaux sociaux où ils peuvent découvrir et où ils peuvent même donner leur avis directement. Donc les réseaux sociaux, c'est un peu un débat aussi en ce moment, c'est vrai, ça a du mauvais si c'est pas contrôlé, si c'est pas dirigé éditorialement peut-être, mais ça a aussi du bon, même du très très bon, pour montrer ce qui se passe sur notre territoire et montrer, et moi j'aimerais le dire ce matin quand même, parce que j'étais peut-être un peu comme tout le monde en disant ouais bon bah les jeunes ils s'en foutent de ce qui se passe autour de nous. Bah c'est pas vrai, les jeunes ils s'en foutent pas, au contraire ils s'engagent différemment, mais ils s'engagent peut-être un peu plus individuellement, c'est vrai, pour le moment, mais ils s'engagent quand même dans des choses qui les tiennent à cœur. On a des choses à voir peut-être ensemble. Vous allez nous montrer des images. Oui, je parlais justement d'une vidéo avec la protection civile. C'est Mister Géopolitique, qui est un créateur de contenu qui parle beaucoup de faits internationaux, qui est parti en Ukraine sur le terrain avec la protection civile, un membre de la protection civile, pour montrer que l'engagement, ça peut aussi être, j'allais dire, exporter le savoir-faire français, la motivation française. Et donc, ils ont été sur le terrain en Ukraine pour essayer d'aider à montrer qu'il se passe des choses et qu'on peut aider là-bas aussi. Engagement, bénévolat, on regarde tout ça. Comment des bénévoles s'engagent aussi depuis la France pour aider des populations qui vivent à plusieurs milliers de kilomètres de là, sans être obligées d'aller elles-mêmes sur le terrain. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'Association des maires de France dans le cadre de leur campagne Oser l'engagement. L'objectif de ce format de vidéo, c'est de présenter des profils de personnes qui humanisent la géopolitique en s'engageant dans un domaine en particulier. Et pour moi, il n'y a pas de vitalité démocratique s'il n'y a pas d'engagement citoyen. Et nos villes, les communes dans lesquelles on vit, c'est tout simplement le premier terrain de jeu pour s'engager, puisque c'est ici qu'on vit, qu'on se croise, qu'on peut prendre des décisions et améliorer notre quotidien dans la vraie vie et pas uniquement sur les réseaux. Et pour ça, l'engagement des jeunes est plus qu'important, il est nécessaire. Vous pouvez vous engager dans une association locale de sport, de culture, de solidarité. Vous pouvez participer à un conseil municipal pour les jeunes, ou bien vous pouvez aussi participer à une collecte. Vos actions dans votre quartier peuvent aussi avoir une incidence à l'international. Vous allez le voir dans cette vidéo avec Kevin et Lynn, qui se sont engagés bénévolement dans leur ville pour aider des populations ukrainiennes. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner, mais simplement de faire le premier pas pour s'engager. Si j'ai un conseil à donner aux personnes, aux jeunes qui regardent cette vidéo, c'est de trouver leur voie, trouver un sens à leur vie, trouver un sens à donner à leur temps libre, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on peut donner un sens à notre vie, comment on peut aider des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc moi j'ai choisi le secourisme, j'ai choisi les pompiers, j'ai choisi la protection civile, mais il y a tout un tas de manières de servir, tout un tas de manières de faire du bénévolat. Ça peut être la petite association de quartier qui va distribuer des aliments pour les personnes en besoin, ça va être le fait de s'engager dans une association qui va donner des cours de soutien aux enfants
qui rentrent de l'école le soir et qui ont besoin d'un accompagnement, bah voilà. Je vous rassure, moi j'ai le temps d'aller en week-end, j'ai le temps de voir ma famille, j'ai le temps de voir mes amis, mais je me dis que c'est aussi important en 2025 aujourd'hui de donner de son temps pour une cause qui nous motive, pour une cause où il y a des besoins. Voilà. Donc trouvez votre voie, trouve ta voie et fonce, engage-toi. Trouve ta voie. Alors c'est ça le genre de pastilles, de petits films qu'on voit sur YouTube, sur ces créations de contenu que vous portez avec quelques confrères. Oui, sur cette campagne-là, en tout cas, on a travaillé et échangé avec l'Association des maires de France, que je remercie. On a effectivement été voir différentes formes d'engagement sur le terrain. Là, vous avez Mister Géopolitique qui a été donc en Ukraine. C'est une forme d'engagement international, parce que c'est aussi ça, et vous le disiez tout à l'heure, on sent que les jeunes s'engagent pour ce qui se passe à l'étranger, mais on a aussi d'autres vidéos, d'autres formats, comme sur le terrain. On a été dans une petite ville, je vous le disais, à Bervillers. Un autre créateur de contenu, Cyrus North, lui, a décidé de faire son format sur une des places centrales de Lyon pour essayer d'entendre toutes les formes d'engagement que les jeunes et les moins jeunes pouvaient avoir. Voilà. Et Starium aussi qui a fait une vidéo, elle, sur Instagram, où elle parle du fait qu'il faut vérifier l'information, que ça aussi c'est une forme d'engagement. Quand on va vérifier l'information et qu'on va lutter contre la fake news, c'est une forme d'engagement et on prend part à la société aussi pour pas relayer de mauvaises informations. Donc finalement, ce qu'on essaie de montrer avec ces créateurs de contenu, c'est que tout peut être forme d'engagement si on prend à cœur la chose. Oui, avoir le mode d'emploi aussi de cette nouvelle communication, ces réseaux qui peuvent se construire à l'échelle locale, hein, sous forme associative, toute cette effervescence qui nécessite un apprentissage. Oui, complètement. Après, vous savez, c'est une génération qui regarde. Il y a des jeunes dans la salle et encore un peu plus vieux qu'eux. C'est une génération d'autodidactes qui a grandi avec ces réseaux sociaux, avec ces nouveaux formats de diffusion et qui a appris à s'en servir. Donc peut-être qu'il faut plus les aider aujourd'hui. Il y a plein de débats. Ça, pour le coup, c'est politique et je laisse les politiques en parler. Merci Alex. On va surtout entendre les jeunes engagés. Les jeunes engagés, et bon, on voit l'uniforme de la protection civile, on voit celui des pompiers. Chana, vous êtes jeune sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours à Corbeil-Essonnes. Bonjour. Alors l'engagement, comment on plonge d'abord? Pourquoi cet engagement pour vous? Parce que ça a toujours été un truc que je voulais faire, pompier volontaire et même pompier de base. Et comment on donne envie à d'autres de vous rejoindre, de rentrer dans cette aventure? Déjà, il faut être motivé à vouloir aider les autres, déjà, et avoir une envie de s'engager aussi. Ce qui n'est pas facile pour tout le monde, parce que déjà, c'est un grand courage à avoir d'aller s'engager. Mais il faut juste croire en soi et y aller, en fait. Combien d'heures par mois, par semaine? Quel temps vous consacrez à votre engagement? Tout dépend du besoin que mon centre de secours a besoin. Je leur donnerai en tout cas. Mais tout dépend aussi moi, quand je suis disponible et quand eux ont besoin aussi. Et donc là, c'est une particularité française d'avoir des pompiers volontaires à côté des pompiers professionnels. Et aujourd'hui, le nombre de volontaires, alors au-delà de votre cas particulier, par exemple dans l'Essonne, et puis plus généralement, quelle est la tendance? Dans mon centre de secours, je sais qu'on a à peu près 19 volontaires, mais tout dépend des autres centres de secours aussi et la capacité qu'ils peuvent aussi avoir dans leur centre aussi. Oui, c'est surtout à l'échelle du centre local, à l'échelle aussi du département que se fait cette mobilisation citoyenne. Alors, on voyait tout à l'heure la protection civile, donc on va passer le micro à votre voisin, à Hugo Bonnet-Salvé. Avec ce bénévolat complet et un parcours qui est original, puisque vous, aujourd'hui, vous avez 27 ans, vous êtes en train d'achever vos études d'architecte, et vous dites, je peux mettre ma compétence dans mon engagement. Oui, absolument. Merci de l'invitation. Et vous êtes vraiment un jour. J'ai fait 27 ans il y a 3 jours, donc bravo. Oui, c'est important pour nous, bénévoles, d'essayer de à la fois acquérir de nouvelles compétences pour aider nos communes dans les plans de sauvegarde, par exemple, mais aussi les départements et à l'échelle nationale aussi. Et effectivement, je suis étudiant en architecture et j'arrive à croiser
ma future profession avec mon engagement bénévole dans des situations d'urgence. J'étais à Mayotte par exemple avec la protection civile suite au cyclone de Chido et on a participé, j'avais aussi ma casquette d'architecte étudiant, à essayer de reconstruire ou comprendre avec les municipalités quels étaient les établissements publics à reconstruire en priorité par exemple. Et alors, vous êtes aujourd'hui en études à Paris, mais vous avez des racines locales. Hein. Je sais que dans vos Pyrénées, là, vous... Alors, j'ai Madame la première adjointe de Pézy-à-la-Rivière, de mon petit village du sud de la France. Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales, exactement. Donc, j'ai une affectation à la fois localement dans les Pyrénées-Orientales et à la fois à Paris-Seine où je fais mes études. Voilà, parce que l'idée aussi, c'est de bien connaître un territoire et malheureusement, si une crise survient, eh bien, de savoir réagir, d'avoir les bons réflexes. Là aussi, c'est toute une formation. Et est-ce qu'un jour, vous envisagez de passer de l'engagement associatif à l'engagement dans la cité, dans un conseil municipal? Oui, je pense que c'est lié, quelles que soient les fonctions, que ce soit associatif ou élu municipal. Je pense que on fait partie des acteurs qui sont identifiés. La protection civile est un acteur qui est identifié et qui est au service en fait des municipalités. Alors qu'on soit élu ou simplement engagé, je pense que la mission reste la même, c'est de venir aider et de donner de son temps, de son énergie, en plus de sa profession. Donner, mais apparemment, ça vous recevez aussi beaucoup de cet engagement. Oui, effectivement. Alors c'est bénévole, on n'aura pas de compensation financière, mais pour autant, c'est très enrichissant, c'est un plaisir. On parlait avec mes collègues que effectivement, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les copains qui nous font tenir. C'est vraiment ce sentiment de groupe, mais aussi ce sentiment d'avoir une vraie action, d'avoir une vraie contribution à la société sur notre territoire, très localement, ou même à Mayotte, en Outre-mer. C'est vraiment pouvoir aider, être là pour renforcer lorsqu'il y en a besoin. Voilà, je me tourne vers les jeunes du conseil municipal d'enfants. Il y a des exemples à suivre là, les enfants. Hein. Passez le micro à votre collègue, à Léo Ardouin, qui lui est jeune volontaire en service civique. Bonjour, et déjà merci de nous donner la parole en tant que jeune engagé. Et oui, tout à fait, je me suis engagé pendant 6 mois au sein d'un petit village du sud de la France en service civique sous le dispositif de volontariat rural. Donc j'ai pu m'impliquer sur différentes missions tout du long et j'ai pu y habiter aussi. Pour vous donner quelques exemples précis peut-être, pour que ce soit plus concret, je me suis impliqué dans la création de jardins partagés, dans la création d'un sentier de randonnée et dans la création d'une exposition participative avec les habitants et les associations locales. Et donc le but, c'était de répondre à un besoin du village, de la commune, et d'y apporter du temps et des compétences sur cette courte mission. Et donc maintenant, vous savez tout des institutions communales, de leur fonctionnement. Ça vous tente après de rentrer dans la vie locale? Oui, bah, tout à fait. Tout à fait, on est au contact direct avec les élus, avec les adjoints, le maire. Donc forcément, on voit de façon concrète comment fonctionne une commune et quelles sont les aspirations aussi des habitants, des habitantes. Et travailler tous ensemble, élus, assos, habitants, écoles, on voit de façon concrète ce qui est. Et ce qui est très important aussi, c'est que au final, on nous a donné le temps et l'espace pour pouvoir s'engager. Et c'est ce qui parfois nous manque. Il faut savoir saisir des dispositifs qui sont là pour ça. Et le service civique en volontariat rural en est un très bon exemple. Voilà donc pour cette table ronde consacrée à l'engagement des jeunes. Vous le savez, toute la semaine, Public Sénat vous fait vivre en direct et en intégralité ce congrès des maires de France organisé à la porte de Versailles, ici à Paris. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Vous êtes député européen, coprésident du parti Place Publique. Votre parole se fait plutôt rare. On vous entend peu sur certaines problématiques, notamment sur toutes les problématiques locales, les problématiques des maires, les problématiques de sécurité au quotidien. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Public Sénat. Déjà, question un peu bête, un peu simple. Qu'est-ce qu'un député européen vient faire dans les allées de ce congrès des maires? Il vient discuter, dialoguer, entendre. Et vous savez, Bruxelles, ça peut vous sembler loin, mais en réalité, il y a plein de sujets qui sont
complètement dans un continuum depuis le village ou la ville jusqu'à l'échelle européenne. Quand on parle de transition écologique, quand on parle de narcotrafic, on va en parler. Tout ça, c'est des questions en fait qui doivent permettre une action qui relie le terrain, qui relie l'élu local et les orientations générales européennes. Et je pense qu'il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de continuité dans les politiques qui sont menées. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à Place Publique, quand on travaille sur un projet, en fait, on ne fait pas une section Europe, une section démocratie locale, une section nationale. On prend un thème et on essaye de voir comment on peut le décliner depuis le plus proche des gens jusqu'aux orientations générales européennes. Raphaël Glucksmann, on dit que vous êtes un peu parisien, un peu trop parisien, parfois déconnecté de la réalité locale. C'est ce qu'on a entendu par exemple notamment lors de votre débat hier avec Éric Zemmour sur une autre chaîne. Je ne vois pas en quoi lui il serait beaucoup plus connecté. On va pas refaire le débat, mais quelle est cette réponse? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes déconnecté de la problématique des problématiques locales de manière générale, des problématiques territoriales? Alors moi, je suis député européen et j'habite à Paris. Je ne vais pas faire semblant du contraire. Je veux dire, c'est une évidence. Par contre, ce que je fais depuis des mois et des mois, c'est de traverser la France sans caméra, sans journaliste. Vous n'êtes pas invité, je suis désolé. Et de comprendre comment les choses évoluent localement. Et d'entendre ce qu'ont à nous dire les Françaises et les Français. Et moi, je peux dire que je suis extrêmement inquiet sur l'état de notre pays. Quand vous allez à l'hôpital, vous vous rendez compte que c'est une cocotte minute. Quand vous allez à l'école et que vous parlez avec les enseignants, vous vous rendez compte à quel point l'école est en train de souffrir. Quand vous êtes avec la brigade anticriminalité dans les rondes de nuit, dans les Yvelines, avec le député Aurélien Rousseau, eh bien, ils vous le disent à quel point la police elle-même est une cocotte minute. La même chose sur la justice. Et en fait, ce que j'aimerais rendre dans un projet national, c'est justement ce sentiment d'urgence qu'on retrouve partout. Et il y a une frustration qui s'exprime partout en France sur le manque de lisibilité des politiques, sur le manque de cap pour notre pays. Alors on va parler. Je crois, moi, je vous le dis, j'ai vraiment l'impression qu'on est à un tournant. Et que si on n'arrive pas à redonner une cohérence générale aux politiques qui sont menées, eh bien notre pays peut basculer. Alors, effectivement, un tournant. Parlons de narcotrafic, puisque ça fait la une de l'actualité. Et c'est un des thèmes de ce congrès des maires de France, avec ces deux drames successifs. Donc cet assassinat de Mehdi Kessassi, le frère d'un militant écologiste à Marseille la semaine dernière, et donc à Grenoble le week-end dernier, cet adolescent de 14 ans qui a été grièvement blessé sur un point de deal. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous parlez aussi, vous, de point de bascule, comme le dit Sébastien Lecornu? C'est un point de bascule. Non mais je veux dire, c'est la première fois en France, se rend-on compte de la gravité de ce qui s'est passé à Marseille? C'est la première fois en France que les narcotrafiquants assassinent un jeune homme pour envoyer un message à son frère qui mène une action politique, culturelle, sociale extrêmement courageuse, Amine, contre les narcotrafics dans les cités nord de Marseille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais déjà, donc vous partagez le diagnostic. Non, mais je vais vous dire, moi, j'étais début septembre à Marseille avec les douanes. Et les douaniers me disaient, mais on a l'impression, nous, qui luttons contre les narcotrafiquants et la DZ Mafia, qu'en fait, on a déjà basculé. Et on ne se rend pas compte dans le reste de la société de la puissance de ces narcotrafiquants. Vous savez, quand par exemple les douaniers ouvrent les containers et qu'ils saisissent les drogues, dans les drogues, il y a des caméras qui vous filment et qui vous parlent et qui disent « on a vu votre visage ». Alors, vous êtes un responsable politique, vous devez apporter des solutions. Quelles sont les solutions concrètement? Par exemple, est-ce qu'il faut des polices municipales partout? Est-ce que ces polices municipales doivent être armées? Alors, attendez, je vais répondre. C'est des problématiques qui concernent vraiment ici les maires de France. Mais d'abord, pour lutter contre le narcotrafic, il fallait un parquet spécialisé, ça a été fait. En janvier, il sera lancé. Voilà, il sera lancé en janvier et c'est une bonne chose. Ensuite, il faut lutter contre l'ensemble des réseaux de ces trafiquants, y compris leur blanchiment d'argent, y compris les cryptos qui sont utilisés. Et là, je salue le combat inlassable d'Aurore Lalucq, qui est députée européenne Place Publique, contre les cryptos qui servent à laver l'argent des trafiquants. Mais ensuite, sur la sécurité locale, puisque vous me posez la question, sur l'armement de la police municipale. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à nos maires. Ce sont eux qui savent. On ne va pas décider à Paris
de oui, il faut de l'armement ou non, il n'en faut pas. En fait, un maire sait ce dont il a besoin pour sa commune. Et donc, ce serait complètement sectaire et dogmatique de dire non ou oui. Eh bien, je crois que les maires sont habilités à prendre la décision d'armer ou non leur police municipale. Moi, ce que je pense, c'est que si on veut être efficace contre l'insécurité et contre le narcotrafic, il faut penser la politique de sécurité comme un continuum. C'est-à-dire qu'il faut une lutte implacable contre les réseaux, mais il faut voir aussi le terreau sur lequel prospèrent les trafiquants. Et ce terreau, c'est un terreau de l'abandon de la République. Pour ou contre les caméras de vidéoprotection de sous-présence des forces de l'ordre. Pour ou contre les caméras de vidéoprotection, de vidéosurveillance. Sur ce plateau, ça faisait débat tout à l'heure. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est pareil, moi, si un maire me dit qu'il a besoin de caméras de vidéosurveillance pour assurer la sécurité dans sa ville, qui suis-je pour lui dire non? Donc c'est pas une violation de des libertés individuelles, etc. C'est un usage qui doit être encadré par la loi. Mais derrière, si ça apporte de la sécurité, c'est pas toujours évident que ce soit efficace. Mais dans la lutte contre l'insécurité, dans le respect de la loi, de la Constitution, des principes de l'État de droit, on doit tout faire pour lutter contre les criminels, contre les délinquants, contre les trafiquants. Alors, et je vais vous dire une chose, franchement, l'insécurité, elle touche d'abord les plus faibles d'entre nous. Et donc, quand on est de gauche, on a le souci d'assurer la liberté des citoyens français, et d'abord des plus fragiles d'entre eux. Je vous donne un exemple, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a mis en place une brigade anti-stupéfiants de 10 agents armés destinés à, je cite, pourrir la vie des dealers. C'est une bonne ou une mauvaise initiative? Mais là, vous me posez des questions, c'est le jeu habituel de la presse. Je n'en sais rien de ce qui se passe à Béziers, je ne vais pas vous raconter. Moi, je sais qu'il y a des maires de gauche qui ont une politique sans naïveté aucune sur la question de la sécurité. Je pense notamment à M. Delafosse, à Montpellier. Et quand on parlait tout à l'heure du narcotrafic, il y a aussi une action qu'on peut mener, j'en parlais tout à l'heure avec le maire de Saint-Brieuc, place publique, M. Hervé Guillard, c'est de lutter contre ce qui permet le blanchiment de cet argent dans les villes, dans les cités. Quand vous avez des commerces qui ne servent qu'à blanchir l'argent de la drogue, eh bien, il faut une action coordonnée entre les services de l'État et le maire qui sait pour pouvoir fermer ces commerces. On vous sent très décentralisateur, comme on dit. On aime bien dire ça sur Public Sénat, on aime bien dire ça à l'AMF et au Congrès des maires de France. Est-ce que quand Sébastien Lecornu dit voilà, il faut un nouvel acte de la décentralisation, vous dites banco, il faut y aller? Moi, je dis banco à n'importe qui viendra et qui posera ce diagnostic simple. Non, il y a le diagnostic, mais ensuite, alors, on ne sait pas encore ce qu'il propose. Oui, allez-y. Un diagnostic simple. La France souffre de sa centralisation, de la concentration des pouvoirs. Et moi, je veux qu'on décentralise, mais qu'on décentralise vraiment. Parce qu'en fait, en France, quand on dit qu'on décentralise, eh bien, on garde les prérogatives existantes et on ajoute simplement un nouvel échelon. Et en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est que personne ne comprend qui fait quoi dans notre pays. Non seulement ça a un coût budgétaire faramineux, mais en plus, ça a un coût démocratique immense. Les citoyens, aujourd'hui, ne savent plus où sont prises les décisions. Donc moi, je veux une vraie décentralisation. Donc c'est quoi une vraie déconcentration des pouvoirs? Ça veut dire qu'en fait, on répartit enfin les souverainetés de manière claire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est décidé à l'échelle de la commune? Qu'est-ce qui est décidé à l'échelle du département? Qu'est-ce qui est décidé à l'échelle de la région et de la nation? Mais pas toutes les décisions. Supprimer les échelons administratifs. Eh bien oui, mais ça ne se fera pas en le décrétant depuis Paris. Si vous êtes un décentralisateur, alors vous associez les gens à un processus. Il faut qu'on lance une grande convention justement de la décentralisation citoyenne où on discute partout. Vous savez, il y a eu un grand débat après les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui était d'abord un mouvement de reprise de la parole, où les gens se rassemblaient sur les ronds-points pour dire « nous existons et nous avons notre mot à dire ». Eh bien, on a fait ensuite ce qu'on a appelé un grand débat. Le président de la République a été partout pour expliquer qu'il connaissait tous les dossiers. Donc c'était une recentralisation des pouvoirs sur sa propre personne en réalité. Eh bien, ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est un vrai grand débat qui produit l'acte de la décentralisation. Ça ne se négociera pas simplement entre M. Lecornu et nous, entre M. Lecornu et les partis politiques. Ça doit engager l'ensemble de la société civile. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui, rapidement, parce qu'on a beaucoup de sujets. Non, mais d'accord, mais il y a des endroits où les citoyennes et les citoyens français vont vouloir que les décisions soient prises à l'échelle d'une région qu'ils pensent être mal définie, donc la redéfinir. Je pense par exemple en Alsace. Les gens veulent
l'Alsace comme région et pas le Grand Est. Eh bien, il faut accepter qu'en France, on laisse les gens choisir Il faut revenir sur la réforme Hollande, le découpage des régions. Administratif. Ouais. Et il faut faire ça en impliquant les citoyennes et les citoyens. Vous revenez sur la réforme Hollande et le découpage des régions. On va discuter avec les gens. Moi, ce que je pense juste, c'est qu'à force de prendre des décisions à Paris et de manière dogmatique et sectaire, et que ces décisions-là sont inversées par la prochaine majorité, on perd le sens du politique. Et partout, quand vous parlez à un agriculteur, quand vous parlez à un ouvrier dans une usine, quand vous parlez à un entrepreneur, la même remarque surgit absolument partout dans le pays. On ne sait plus où on va. On a l'impression que ça fait des zigzags. Quand on explique aux agriculteurs que vous avez le droit de faire ça, eh bien non, finalement, vous n'avez plus le droit. Puis si finalement, vous avez le droit, ils vous disent, mais pour vous, les politiques, en gros, c'est facile, c'est un coup de crayon sur un bout de papier. Mais moi, je me suis endetté, en fait. J'ai changé mes modes de production, j'ai hypothéqué ma ferme. Pourquoi ? Pour une décision qui va être invalidée dans 2 ans. Eh bien non, il faut mettre fin à cela. Et si on fait la décentralisation, on l'a fait vraiment en associant les gens. Ce chiffre inquiétant, 40 démissions de maires par mois depuis les dernières élections municipales. Comment vous inversez la tendance? Comment on inverse la tendance? Alors, déjà, il faut un statut de l'élu qui soit beaucoup plus protecteur. Aujourd'hui, quand vous analysez pourquoi les maires démissionnent, il y a l'extrême difficulté à concilier la vie privée et le niveau d'engagement que demande le rôle d'élu. Il y a aussi, il faut le dire, le fait qu'un maire rural, eh bien, son indemnité, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Il y a ensuite la question des violences faites aux élus et des agressions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un statut de l'élu. Et derrière, plus on donnera de compétences, de souveraineté, d'autonomie à ces maires, plus ils auront les moyens de mettre en place des politiques qui les rendent fiers, eh bien, plus ils verront un sens à leur mission. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'en fait, dans un moment plus d'extrême fragilité de notre démocratie, et on le voit dans toutes les démocraties occidentales, c'est vrai à travers toute l'Europe, les maires sont aujourd'hui les piliers de notre démocratie. Vous savez, on parlait des hussards noirs de la République à propos des professeurs sous la Troisième République, ça reste vrai, ce sont nos hussards noirs, mais les maires, c'est les gardiens du temple de la démocratie, c'est les gens... C'est les élus dans lesquels les citoyens ont le plus confiance. Alors, il nous reste 4 minutes, Raphaël Glucksmann, il faut vraiment qu'on avance. Oui, mais un mot de ces questions hyper importantes et ensuite vous me coupez la parole. Je ne vous coupe pas la parole, je vous ai laissé parler. Il y a les élections municipales, donc dans moins de 5 mois. Votre parti Place Publique, quelles sont ses ambitions pour ces élections municipales? Alors vous savez, nous on est un parti jeune et on commence à avoir de plus en plus d'ancrage local d'élus locaux. On a des maires de villages. Je vois la Fanny Lacroix qui est la vice-présidente. Mais c'est intéressant, vous connaissez la fameuse phrase le pape, combien de divisions? Glucksmann, combien de divisions à l'échelle locale? Il y a combien de maires aujourd'hui Place Publique? On a plein de maires de villages. On a le plus jeune maire de village, Hugo Biolay, mais vraiment, il a été élu, il avait 18 ans je crois, donc ça sera difficile à battre comme record a priori. Mais on a beaucoup de maires de villages et de petits villages. On a Hervé Guillard qui est ici maire de Saint-Brieuc. On va avoir plus d'élus, mais l'objectif, c'est non seulement... Vous avez un chiffre de... Non, je ne vais pas vous donner un chiffre comme ça. L'ambition de votre parti. Déjà, je ne fonctionne pas comme ça. En plus, je ne suis pas ni Madame Nirban, ni Nostradamus. Donc, je ne sais pas. À la fin, il y a quand même une élection, des gens qui votent. Donc, on ne va pas annoncer un chiffre d'élus. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on en aura de plus en plus. On est un parti qui est profondément girondin. Donc, pour nous, les élus locaux sont fondamentaux. Et par ailleurs, on s'inscrit quand même dans une dynamique générale qui est qu'on veut que la gauche démocratique, c'est-à-dire la gauche socialiste, social-démocrate, écologiste, remporte ses élections, conserve ses mairies et en conquiert le maximum dans une ligne de clarté, c'est-à-dire sans alliance avec la France insoumise. Sans alliance, c'est intéressant parce que la France insoumise a investi à Paris Sophia Chikirou. Vous, qu'est-ce que vous faites pour ces élections municipales à Paris? Vous êtes derrière le socialiste Emmanuel Grégoire? Mais nous, on est en discussion avec Emmanuel Grégoire et les socialistes pour faire une dynamique qui nous permette de conserver Paris à gauche. Oui, c'est notre ambition. On veut que la gauche démocratique conserve Paris, mais pas seulement Paris, qu'elle conserve ses villes et qu'elle en conquiert d'autres. Mais donc vous n'avez pas de candidat? Je vous l'aurais annoncé, je pense, si on en avait. Mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi il faut une dynamique politique claire. C'est que je pense qu'aujourd'hui pèse sur nous un soupçon d'insincérité. Et donc il faut qu'on explique très clairement, même en prenant des risques politiques, que nous tiendrons cette ligne jusqu'au bout. Et ce sera à la fin victorieux
il faut qu'on arrive à faire confiance à nos idées, en fait, à nos principes, et au fait que la grande majorité des électrices et des électeurs de gauche se reconnaissent dans nos options. Alors, vous parliez de Sophia Chikirou à Paris. Je suis désolé, mais comment imaginer faire une alliance avec Sophia Chikirou, une personne que vous lui reprochez? Non, mais une personne qui ne fait pas la distinction entre la Chine totalitaire et la démocratie française, qui nous explique que la liberté d'expression, c'est à peu près la même en France et en Chine, qui soutient donc le Parti communiste chinois. Je veux dire, c'est tellement loin de nous, c'est tellement loin de ce qu'incarne Paris. Nous, ce que nous voulons, c'est faire de Paris une capitale de liberté, de dynamisme, d'ouverture sur le monde. Nous voulons que Paris soit clairement un exemple de démocratie. Donc on doit aux citoyennes et aux citoyens la clarté. Et c'est pareil, absolument partout en France. Il reste moins d'une minute, Raphaël Glucksmann. Demain, Sébastien Lecornu sera ici, au Congrès des maires de France. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'il doit dire aux élus locaux? Déjà qu'il les entend, qu'il entend cette gronde que je rencontre partout. On ne peut pas couper comme ça 7,5 milliards à coup de rabot pour les collectivités locales. Parce que quand on dit collectivité locale, c'est un mot très abstrait. Mais en réalité, c'est les communes de un peu plus de 4 milliards. Effectivement, le Sénat veut descendre. Quand on cumule, à la fin, ça fait 7. Mais on ne peut plus se comporter comme ça. Parce qu'en fait, ça a un impact direct quand vous rencontrez les maires. Mais peu importe leur étiquette politique, ils vous expliquent à quel point c'est intenable. Donc moi, j'attends qu'ils écoutent et qu'ils entendent et qu'ils répondent aux attentes qui sont formulées ici. Parce que si on veut sauver notre démocratie, ça passera par notre capacité, quand on est au pouvoir, quand on est Premier ministre, quand on est président, quand on est ministre, à écouter ce que dit le pays, et en particulier donc les maires qui sont vous êtes venus proches écouter du terrain. Et entendre le pays. Oui, mais vous savez, l'écoute, c'est pas de la faiblesse. Ici, en France, on a l'impression comme ça qu'on sait tout. Quand on a, je vais juste vous donner une phrase pour terminer avec Montaigne, qui était un grand décentralisateur, un Girondin, le père du girondisme français, Montaigne, qui disait « Même assis sur le plus haut trône du monde, vous n'êtes jamais assis que sur votre cul. » Et je pense que des fois, les dirigeants de notre pays devraient s'en souvenir. On se quitte en poésie. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est la fin de cette émission. Vous le savez, toute la semaine, des débats sont organisés ici au Congrès des maires à la porte de Versailles de Paris. Et comme tous les ans, Public Sénat est partenaire. Et on vous propose tous les jours des émissions spéciales. Prochain rendez-vous sur notre antenne cet après-midi avec Tam Tranui pour les questions d'actualité au gouvernement. Excellente journée à tous. Bye bye.